Juste avant de commencer cet épisode, nous aimerions remercier les créations JCT, fabricants et concepteurs de mascottes, marionnettes et décors avec plus d'une trentaine d'années d'expérience. Vous pouvez aller visiter leur site web au www.mascotte.com. Nous aimerions également remercier tous nos donateurs sur PayPal et Patreon. Si vous aussi vous voulez nous encourager, c'est totalement optionnel, mais grandement apprécié. Rendez-vous sur notre page Facebook et cliquez sur l'onglet Faire un don ou allez au agopodcast.podbean.com où vous verrez un bouton PayPal dans la colonne de droite. Chaque don, peu importe le montant, est grandement apprécié. Une dernière façon de nous aider, c'est de prendre quelques secondes pour nous donner 5 étoiles sur iTunes. C'est gratuit, rapide et ça nous aide énormément à nous démarquer et à gagner de la visibilité. Merci à tous pour votre support et maintenant, allons à l'épisode. Dans le fond, faire une petite intro de vous présenter. Vous pouvez faire des personnages si ça vous tente, là, de genre... Des personnages, d'accord. J'avais pensé à une intro vraiment cool, mais finalement, vu que Jesse est pas là, ça marche pas. Je voulais faire une intro à la Team Rocket avec Jesse puis Charles, parce que François, ça fait moins, il y a pas de James anyway. Puis là, ça ferait tous, oui, la guerre à la fin, mais là, finalement... Puis tu trouves qu'une idée qui met quelqu'un de côté, c'est une bonne idée? Excellent. Je pensais tout de suite exclure tout de la... Une entrée complètement hermétique, l'histoire de... Tout, c'était bien. Que ce soit complètement awkward pour lui le reste de l'heure, là. Nous ne ferons pas ça. En fait, t'as quasiment une bonne intro juste avec ça. On vient de jaser de quelle intro on aurait pu faire puis à quel point ça aurait été catastrophique. C'est fini avec un rire pour le générique. Non? Let's go. OK. Parle-moi le générique avant qu'on se mette à soupirer. Hey, salut tout le monde, très content de vous retrouver après une longue pause imposée qu'on a été absent 2 semaines. Depuis 2 semaines. J'avais vraiment hâte de recommencer à enregistrer, ça me manquait. J'ai été absent j'étais absorbé par le travail malheureusement, à faire des 65-70 heures semaine, littéralement absorbé. Je ne faisais que dormir et travailler et donc c'est ça, on est là aujourd'hui, 1er avril en plus, on aurait pu faire semblant qu'on enregistre puis qu'on enregistre pas, c'est Pâques, c'est tout, puis on est avec Charles et François. Allô. Yeah. Allô. Ils ont pas de nom de famille en plus, c'est cool. Charles Beauchesne et François Tousignan. Des Madonna et Céline de Sar. Ah, c'est ça. J'ai juste un prénom à l'être attaché, puis c'est tout ce que avec un accent aigu impromptu, là. Ben non, avec Charles Beauchesne et François Tousignan. Bonjour. Une présentation en bonne et due forme. On est d'entrée de jeu, on est le 1er avril. Puis 1er avril dit prank d'habitude, ou les poissons d'avril, là. Puis sur Internet, il y en a beaucoup de plus en plus tous les années, mais là on les voit venir, là, tu sais. Je veux dire, il y a personne qui croit aux publications faites par les compagnies ou whatever le 1er avril, mais j'en ai vu quelques-unes aujourd'hui intéressantes. Tu veux-tu commencer avec ça? Oh, ben, il a l'air bien parti pour faire ça. ça. Mais nous allons en parler dans 1 heure. Ouais, c'est ça. C'est bien cool, on parle. Ouais, non, mais je vais passer avec vous autres, c'est une année que vous avez marqué, ou vous avez déjà tombé dans le panneau, mettons, avec des trucs internet. Moi, la première fois que je me suis fait avoir de façon particulièrement agressive, mais en plus, c'est vraiment un mauvais tour de nerd en plus. J'ai joué à World of Warcraft pendant 7 ans. Et 7 ans perdu de ta vie. 7 ans gagné à découvrir les jeux de rôle, et j'ai pas joué à Donjons et Dragons quand j'étais un adolescent, puis pourtant c'est quelque chose qui m'a toujours fait triper. J'ai trop peu joué et j'ai appris à faire du LARP et à jouer à des jeux de rôle en jouant à World of Warcraft. Moi, je pensais que t'allais dire, j'ai appris la valeur du temps. J'ai aussi, entre autres choses, j'ai également appris la valeur. Ben oui, à un moment donné, tu veux pas, tu deviens addict, puis là, t'as une période de... Mais c'est tout tombé un bon moment de ma vie, en plus, où j'étais à l'université, j'étais pas encore rentré à l'école de l'humour, puis j'ai comme joué jusqu'à première année en sortant de l'école où il y avait absolument aucune pression de quoi que ce soit, puis je pouvais encore perdre ma vie à être un esti de gnome dans les contrées d'Azeroth. et c'est ça, en fait, sur le site de Blizzard Entertainment, ils font qui est la compagnie qui réalise World of Warcraft, ouais. Ils faisaient des poissons d'avril, des jokes du 1er avril, c'est souvent on va implémenter telle patente à gosse complètement weird qui va être certaine de fâcher un maximum de fans dans le jeu. À un moment donné, ils nous ont fait croire qu'il allait... je sais pas moi, qui avait créé un système de livraison de nourriture chinoise à la grandeur des États-Unis puis du Canada, puis tu pouvais commander constamment du chinois de la même place en jouant à World of Warcraft, ce qui...
J'imagine, somme toute, à l'époque, avait l'air d'un prank complètement loufoque qui, aujourd'hui, fait plus de sens que jamais parce qu'ils ont créé un service à partir de cette blague-là. Il y a un drone qui est partie de en chinois. Mais ils faisaient souvent ça à chaque année, le 1er avril, faire une espèce, une fausse expansion de, ouais, le prochain donjon va se dérouler entièrement dans le noir et si votre personnage se fait tuer, vous ne pouvez plus jamais jouer. Les gens se fâchaient, puis à chaque année, le 1er avril, jusqu'à ce qu'il y ait un wise ass éventuellement dans les commentaires qui finissent par oh, guys, didn't you notice it's April Fool's? Mais tout le monde a l'air d'une sale bande de cons arrogants, aveuglés par leur hubris. C'est des bons moments à World of Warcraft. Ouais, mais moi j'ai vraiment pas la notion du temps là, tu sais, je sais pas présentement aujourd'hui on est ben là je le sais parce que on en a parlé qu'on est le 1er avril là, mais fait que j'ai souvent tendance à me faire avoir parce que je sais pas si on est lundi, mardi, est-ce qu'on est en mai, est-ce qu'on est en mars, j'ai vraiment aucune idée, fait que systématiquement s'il y a des pranks de compagnie, je sais pour acquis que c'est vrai parce que j'ai aucune idée qu'on est le 1er avril, mais là aujourd'hui vous me l'avez dit là, puis je pense que je vais pas me faire avoir. Hey, checkez ça, Subway sort des burgers. Ben là, toi, tu dis que t'es jamais au courant de quand on est, pis c'est toi qui organise le Minifest, right? Ouais, ça, pour citer le show de Charles Beauchesne, tout ceci n'est qu'une sombre farce. Vous saviez à quel point. Ouais, ben, je suis quand même pas, c'est un peu ironique d'occuper un rôle administratif au sein d'un OSBL qui est rendu aussi massif que le Minifest quand t'es un gars aussi désorganisé, que moi. Mais j'ai des gens qui m'appuient, puis j'ai des gens qui sont là pour me rappeler. Pour encadrer, puis ouais, exactement, puis il me dit hey, c'est dans 12 jours, puis je suis comme qu'est-ce que ça représente 12 jours, puis il me dit bon ben c'est un peu moins que 2 semaines, là je suis comme ok parfait, fait que là faut qu'on se revienne d'abord puis tout ça. Fait que non, il y a des gens qui sont peut-être sur l'horaire là qui m'épaulent là. Ah mais c'est ça que ça prend, gérer des affaires avec des artistes là, que ce soit des projets, des festivals ou whatever, ça prend toujours une couple de nerds en arrière qui te rappelle tes dates, tes deadlines pis toutes les shit que t'es censé faire parce que oublie ça, si on s'endort sur nos sofas pis on... Tu m'as même réveillé à 8h ce matin complètement confus sur mon divan. Oui, j'arrive la bouche figée dans un cri silencieux parce que je l'ai pogné dans un cauchemar particulièrement introspectif. Et là, ces réveils-là. Tu t'es réveillé à 8h un matin. Oui, mais pour aller te recoucher dans ton lit, exactement. Dans le fond. Là, je me suis réveillé, puis au gros soleil, en sueur, dans mon linge de la veille, une bière renversée sur moi, moitié. Le visage crispé par un rayon de soleil qui est en train de t'aveugler à travers tes paupières. Ben, un dimanche normal. Ouais, c'est ça. Parce que moi, c'est pas mal ça. Je me suis réveillé sur mon divan, j'allais me coucher à mon lit. Ah, c'est la meilleure façon de se réveiller. Ouais. Et dormir sur son divan, ça, c'est un... je vais pas emménager, avec ma copine, j'habite tout seul puis je me surprends très souvent dans une semaine à choisir de dormir sur le divan par pur confort. Il y a comme une espèce de doudoune de sécurité à dormir comme Sherlock Holmes. C'est comme ton camping. Ouais. Le camping de l'homme seul. Si vous me permettez l'expression. C'est drôle. Non, mais c'est pour vrai, on dirait que ça fait différent de dormir sur le divan. Tu sais, ça m'arrive souvent de m'endormir puis de me relever après, mais dormir complètement à 8 heures sur le divan, c'est rare. Mais c'est parce que c'est le meilleur moyen d'être certain de te lever tôt, en fait. Il y a comme une espèce d'inconfort confortable à dormir sur ton divan qui fait toujours que tu te réveilles un petit peu plus tôt que ce que t'aurais dormi dans un lit, dans un lit confortable. C'est un réveil matin de sécurité, mettons. Parce que le divan, c'est tout dans la vie, finalement. Parce que je dors là, je game là, j'écoute mes films là. Là, tu manges là, tu... Ah, je mange là, ouais. Je bois là, je fais tout. C'est le centre de l'univers de l'homme seul. Sauf que lui, il est pas seul. Ouais. Sauf que lui, il est même pas seul. Ouais, mais vu qu'Émilie travaille de jour puis moi de soir, la semaine, je suis souvent seul, fait que... Ouais. Bon, c'est vrai. C'est vrai. Hey, pour vrai, là... Fait que finalement, les poissons d'avril que t'as vus... Ouais, ben... T'avais l'air d'être parti pour en énumérer, mais on a j'en ai vu juste trop aujourd'hui. Il y en avait un qui c'était comme, le premier épisode de la saison 2 de Game of Thrones serait disponible sur Amazon seulement. Mais j'étais comme... tu sais, y a personne qui va croire ça. Ben non, c'est pas vrai. Y a plein de monde qui va croire ça. Même si quelqu'un croit ça, je sais c'est quoi plate que la personne s'abonne à Amazon Prime, genre. Mais juste pour ça. Juste pour ça, finalement, il se rend compte que c'est une blague après. Juste pour un épisode de Game of Thrones, cette personne-là n'a pas compris comment Internet fonctionnait. Non, c'est clairement pas. Pour le premier épisode de Game of Thrones. Mais il y a du monde qui sait pas comment ça fonctionne. Mais non, oui, évidemment. Forcé d'admettre. Mais on est en pleine période, là, où on est,
on est à cheval entre la télévision puis écouter des affaires sur internet puis là les gens commencent à comprendre que toutes les bonnes affaires tu peux plus les écouter en t'asseyant dans ton salon, mais on est en grosse période de transition là-dessus puis les gens il y a un paquet de dinosaures qui savent pas comment, puis ça je me considère comme un dinosaure moi aussi, mais un paquet de monde qui ont aucune idée comment utiliser internet. Mais ça, en même temps, mettons, excusez-moi, j'ai roté dans ma bouche en parlant. C'est pas un problème d'édite à l'édition, c'est la phrase de juste. Non, laisse ça, là. Il y en avait juste 3, finalement, que j'ai vu aujourd'hui. Comme je disais tantôt, il y avait aussi, là, je sais pas si vous connaissez le jeu de le board game Pandémie. Non. Oui. Mais ça, là, il y avait Panda Demi, là, c'était sauver des pandas. Moi, je fais ça cool, j'espère qu'ils vont le faire pour vrai. Puis, l'autre, c'est un dating sim de Megaman. Moi, je suis un gros fan de Megaman, puis je venais juste de me réveiller. Un dating simulator de Megaman, ouais. De jeu, tout ça est dégueulasse. Mais je venais juste de me réveiller, puis j'étais comme, c'est cool! Puis après ça, je me dis, on est 1er avril. Mais comment c'est censé fonctionner, un dating simulator de Megaman? Tu peux dater des personnages de Megaman? Ben, c'est ça. Mais c'est pas genre des robots. Ben, c'est ça. Hey, non, mais tu sais, il y a un jeu je sais pas si vous avez vu, un jeu de pigeons, pis c'est un dating sim, pis tu joues un pigeon, faut que tu creuses d'autres pigeons, pis c'est super populaire en plus, pis j'ai fait, what the fuck? Quel sinistre labyrinthe internet. Ah, mais c'est ça, tu sais, fait que pourquoi pas Megaman. Ah, man, simuler à quel point il y a plus de tigres à dents de sabre dans nos vies pour que tu sois obligé de simuler d'être un pigeon pour vivre des émotions à travers une journée. Non, je pense que c'est ça, t'es un pigeon, pis je pense que tu dates des filles normales, mais j'ai pas joué, là. Ça rajoute encore une couche un peu plus weird, là. Là, je demande à des gens qui ont joué, genre mon voisin. C'était quoi le jeu, mais c'était, t'es une fille, puis faut que tu séduises un cheval qui a, puis c'est pas un centaure, mais c'est un cheval qui a une tête d'humain, très manga, là. Puis tout le long, c'est super weird, parce que c'est comme, mais c'est un cheval, mais il est si charismatique. Puis là, faut que tu arrives à séduire le cheval, pour qu'il devienne ton chum, là. De shafté, en plus. Comment? De shafté? Non, mais c'est un cheval. On tient pour acquis, là. Ça, je pense que c'est dans le sous-entendu du jeu, là. Ah, yes, là. Quel genre d'esprit tordu a besoin de ça? C'est terrifiant. Je pensais que c'était toi, Charles. C'est ça. Non, moi j'étais trop occupé à jouer au jeu où t'es un taureau dans un magasin de porcelaine, puis un minotaure dans un magasin de porcelaine. Faut pas que tu détruises la porcelaine autour de toi, sinon ton minotaure rage, puis il brise tout. C'est ça, on a toutes nos déviances. Ça me fait un peu penser à Octodad. Moi, je suis un gros fan de Octodad aussi. C'est quoi Octodad? Ça? Un père qui est une pieuvre? Ben, ouais, pis ta famille, on dirait qu'il y a personne qui s'en rend compte que t'es une pieuvre, sauf un genre de restaurateur qui veut te tuer tout au long du jeu, là. Il apparaît souvent pis il veut te découper pour faire des sushis, là, pis faut que tu Quoi? Mais tu marches tout croche, pis c'est super difficile de te déplacer. Pis t'es une pieuvre dans un univers où personne n'a compris que t'étais une pieuvre. Mais même ta femme, elle sait pas, on dirait. Là. Mais il y a plein de jeux de même stupides, là, comme I Am Bread. I Am Bread, c'est awesome. C'est une tranche de pain. Je suis pain? Oui, c'est une tranche de pain. Ok. Ou Unboxing, où ce que t'es une boîte pis faut que tu te livres toi-même comme un colis. Hey, ça, mais il est le fun, ce jeu-là, pareil, mais 5 minutes. Mais le phénomène du unboxing est fascinant aussi, là. Ouais. Regarder, prendre du temps dans ta journée. Mais moi, je regarde des fois des unboxings de trucs que je veux acheter. Pour savoir quel accessoire qui vient avec, ou j'ai tout ça qui vient avec ça. Je trouve ça, honnêtement, moi, je trouve ça pratique. Ça dépend c'est quoi, tu sais, c'est, mettons, un unboxing, mettons, de trading card game, tu sais, le gars ouvre des boosters, c'est tout aléatoire. Ça sert à quoi? Je connais beaucoup de monde, en plus, qui aime ça regarder ça, puis je comprends pas le thrill de regarder du monde ouvrir des boosters. Ben, des boosters étant des paquets de 15 cartes random d'un jeu, exemple Magic, ou je sais c'est quoi un booster. Mais non, mais je faisais un petit rappel pour nos auditeurs qui ne le savent peut-être pas. Si tu sais pas c'est quoi un booster, arrête immédiatement d'écouter. Tu mérites pas de nous écouter. Les choses vont devenir de plus en plus hermétiques à partir de ce point, mon ami. On va parler fait que les confections de costumes tu disais ça devient hermétique, fait que là je tombais directement dans le creux du sujet à cause de ça, de confection de costumes. Qu'on parle de l'ARP. De l'ARP. J'aimerais qu'on parle de l'ARP. Parlons de l'ARP. L'instrument de musique? Oui, absolument. De la harpe. Le LARP, pour les moldus à l'écoute, on parle bien sûr de live action role playing. Exactement, merci François. Faire des personnages... Donjons et Dragons, mais tu pousses l'enveloppe à te déguiser en ton bonhomme et à personnellement prendre le temps de jouer ton bonhomme dans un environnement qui a été designé pour faire exister... Dans un décorum qui respecte... tout un bétail de bonhomme qui ne demande qu'à être diverti. Voilà.
Le monde, je pense, juste en disant bicoline, ils vont comprendre de quoi qu'on parle, parce que la plupart des gens connaissent bicoline, qui connaissent le jeu de rôle ou pas. Je pense que la majorité du monde a une idée de qu'est-ce que c'est. Mais c'est fascinant, bicoline, parce que c'est pas, c'est pas nécessairement un GN au sens traditionnel du terme. Bicoline, c'est plus une espèce c'est un festival médiéval immersif dans lequel tu peux pas mal faire ce qui t'allume, là. J'aime bien appeler ça le Moyen-Âge sadomaso. Parce que non, mais dans le sens qu'il y a une affaire pour tout le monde. T'es un fan d'aller te fesser dessus avec des épées en mousse, il y a une place pour toi. T'es un fan d'aller faire du camping déguisé en chevalier puis juste boire des bières en faisant rôtir du poulet avec tes chums, il y a une place pour toi. T'as le temps d'aller te péter la face toute la semaine, moule ta place pour ça. Ça te tente d'aller rouler des dés, ça te tente d'être un sorcier. Ça te tente d'aller rouler des battes. Ça aussi. Écoute, plusieurs possibilités s'offrent à nous. Si quelqu'un décide de faire ça, j'imagine qu'il le pourrait, mais il y a une place pour tout le monde, puis c'est l'aspect festival de cette affaire-là. Tu sais, il y a, mettons, tous les joueurs, que je pense qu'on les appelle les joueurs historiques. C'est des gens, mettons, qui ils vont là, puis c'est vraiment plus pour faire de la reproduction, vraiment, de la façon que le tissu était coupé à l'époque, vraiment, tu sais, s'ils jouent... Respecter les techniques. Ouais, exactement, puis tu sais, le casque, les petits détails de l'armure et tout ça, puis que le but, c'est d'être le plus près de la réalité possible, alors que t'as d'autres joueurs, mettons, où est-ce que moi, je préfère vraiment le côté fantastique de l'affaire. Fait que là, je vais être un wizard, puis je veux jouer un chapeau décadent puis des choses comme ça. Mais on finit tous par se rencontrer à cet endroit-là où on est des milliers de personnes qui trippent sur des aspects différents du jeu, mais qu'on finit tous par trouver notre plaisir d'une façon ou d'une autre. C'est le Moyen-Âge n'importe quoi, là. Il y a toutes les influences médiévales fantastiques qui sont réunies sous une seule shit. Il y a du monde qui vont porter des costumes historiques, il y a du monde que ça va être n'importe quoi, il y a des tricornes, des affaires qui ont pas rapport à la même époque, mais regarde, tout ça n'est qu'un gros melting pot de fantaisie et de... Il y a un petit côté trans, en fait, à aller à Bicoline. Tout le monde est un petit peu trans d'aller dans un grandeur nature ou un festival médiéval. Ce que je veux dire, c'est que il y a une partie de vivre et être ce que tu veux absolument être. Ah, ok, je comprends. Moi, j'aime beaucoup l'idée qu'on accepte la convention que peu importe ce que tu me dis que t'es, c'est vrai et je l'accepte. Tu me dis que t'es un démon, pis t'as pas l'air d'un démon, mais je comprends. Mais c'est ça que t'as envie d'être, c'est ça que t'as dit. Ouais. Oui. Parfait. Ben, t'es un démon. Tu sais, bon, tu sais, les nains sont grands, mais tu sais, bon, ben, c'est des nains quand même, tu sais. Puis, exactement. fait que tout ça, pis j'aime l'idée qu'on a tout accepté ensemble, que ce qu'on disait faisait partie de l'univers. C'est la collision du rêve de tout le monde dans un gigantesque mensonge collectif qui fait énormément de bien. Qui est le meilleur médicament contre la sordide dépression lourde à tous les jours. C'est fou, là, depuis que j'ai fait ça, je me souviens plus à qui j'en parlais, je sais même pas pourquoi je le mentionne maintenant, là, mais en revenant de Bicoline, la première fois que j'ai passé la semaine complète à Bicoline, j'ai eu l'impression, pis c'était vraiment le feeling que j'avais, ça faisait au moins 10 ans, 15 ans que j'avais pas joué. Mais jouer vraiment au sens le plus gamin. Jouer au bonhomme. Jouer au bonhomme. Puis, tu sais, aller me battre avec des épées en mousse, genre, tu sais, comme, faire semblant que je suis quelqu'un, faire semblant que les autres sont d'autres gens. Comme dans la cour de récréation en première année. Là, là, je fais semblant de cette affaire-là. Ok, d'accord, mais moi, je fais semblant de cette affaire-là. En plus, il y a quelque chose d'enfantin pis tellement pur dans tout ça. Ouais. Puis, je suis revenu de là, vraiment, avec le sentiment que je venais de jouer pour la première fois depuis ma vie d'adulte. Là, j'ai fait cette affaire-là qui est les jeux de rôle ne peut plus quitter ma vie parce que j'avais un peu fait le deuil comme adulte du moment de jeu. Là, maintenant, mon jeu, c'était rendu, bon, ben, quand je travaille, quand je fais de la scène, je joue, tu sais, c'est ma façon de m'amuser. Bon, tu sais, je vais aller au Laser Quest, bon, tu sais, des affaires de même. Mais, j'ai vraiment reconnecté à de quoi que j'avais pas touché depuis tellement longtemps. J'ai fait, ok, cette affaire-là va rester dans ma vie parce que c'est trop beau, c'est trop pur comme plaisir, là. C'est le meilleur hobby. C'est ça, c'est se bâtir un personnage de LARP, c'est construire sur plusieurs années un bateau dans une bouteille. C'est un hobby, c'est un deck de patio que tu construis, c'est un gros deck de patio médiéval que tu construis à l'infini. Puis tu personnalises, puis que tu fais exactement ce que t'as en tête, puis que t'as sky de limite, là, tu fais ce que tu veux. C'est comme les gens qui décident de se fabriquer une barque avec leurs propres mains, là. Mais tu sais, ça me fait juste penser, tu sais,
tantôt tu disais de rejouer comme un gamin puis de retomber dans cette espèce de naïveté là. Puis tu sais parce qu'en char tantôt on a une discussion un petit peu plus existentielle sur les choses, mais ça me fait penser présentement tu sais je réalise aussi qu'on est probablement une des premières générations où ce que même adulte c'est encore permis d'être gamin un peu. Dans nos passions, dans nos jeux, dans nos hobbies. Ah, puis on se fait reprocher dans la télévision québécoise d'être des grands enfants. non, mais je parle en général, je parle pas juste du... Mais c'est valorisé aussi en même temps. C'est, je veux dire, les geeks n'ont jamais été aussi populaires que dans la période qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est d'une certaine façon, c'est valorisé d'être encore un grand enfant, puis d'avoir du plaisir, d'écouter des bonhommes, de s'échanger des cartes, de jouer à des jeux de société, puis mon Dieu, c'est d'arrêter de pas être obligé de prendre la vie au sérieux quand t'as passé 20 ans. Hey, dans l'esti de brouillard, de dépression infinie qu'est la vie adulte, se permettre ce bout entré de charbon. Toujours là pour monter les morales. se permettre de revenir à la pureté puis à l'innocence d'être un enfant puis de jouer au bonhomme. Clairement. Moi, y a plus rien qui va à côté ce plaisir-là, là. C'est clair. Mais le pire, c'est, tu sais, quand on joue à, mettons, des jeux, les board games, des affaires comme ça, j'ai mes amis qui font toujours les bruits de gun. Piou, piou, piou. Puis là, il y a quelqu'un qui dit, non, on en fait pas. Puis c'est comme, est-ce correct qu'il en fasse? Les bruits, là. Ben oui. C'est comme la fois où tu faisais ça dans un bar avec des bananes en tirant le monde. Ouais, mais ça, là, tu deviens lourd, là, c'est ça. C'est exactement le mot. Ça juger un petit peu. Il faut connaître ses limites, là. Faut que ça reste en porte close, des fois. Si j'étais vraiment intoxiqué, ça compte, c'est correct ou? Être très intoxiqué est rarement une excuse. C'est fun de tirer le monde avec des bananes. Écoute. Je veux pas dévier le sujet, mais je parlais avec une gang, dans le fond, tu sais, à Bicoline, maintenant, il y a des Américains, puis il y a des gens d'un peu partout à travers le monde qui viennent à Bicoline. Puis, ce que je ne soupçonnais pas, c'est qu'il y a une grosse communauté de gens que leur divertissement, c'est faire le tour de toutes les LARP qui existent dans le monde, là. Des foodies de LARP. Ouais, exactement, là. Tu sais, je parlais, mettons, avec tournée de ça à l'année longue, là. Ben c'est ça, ouais, puis que à chaque fin de semaine, à chaque événement qu'il y a, puis là, mettons, il va en avoir un, ça va être très mon Dieu, un LARP victorien, puis là c'est un style meurtre et mystère, là ils vont en faire un, ils mettent ça sur leur compte YouTube, ils font une critique, puis c'est aussi aussi là, puis que ils ont leur budget vacances plaisir ne passe que par le LARP, là ils vont aller en Pologne une semaine pour celui qui se passe dans un château quelconque, puis là, qui joue dans les années 1200, des affaires comme ça. Fait que c'est ça doit être malade de pouvoir faire ça en Europe, par exemple, justement, que tu être capable de louer un vrai château. Le live action de Vampire de Dark Ages en Pologne. Non, il y en a un en Pologne. Okay, c'est le Convention of Thorns, c'est un jeu de vampire médiéval historique. Tu le joues vraiment en Pologne avec du monde qui ont vraiment des accents est-européens qui sont complètement déstabilisants puis exotiques. L'immersion doit être incroyable. Je sais qu'il y a un gros aussi à Nouvelle-Orléans, là. C'est pour ça que je pensais que ça en allait là. Mais celui qui est victorien, là, justement, ils font ça dans une espèce c'est Jason Sanders, l'excellent Jason Sanders qui me parlait de ça. Lui, il revenait de là-bas, puis il avait fait ça dans une espèce de vieil hôtel, vraiment d'époque, puis il loue un étage au complet, puis là le LARP se trouve là, puis il disait ça que c'est avec les décors puis tout ça, ben l'immersion est vraiment facile. Puis étrangement, ça il semble que la Nouvelle-Orléans soit une espèce de capitale du LARP américain là, parce qu'ils ont plusieurs différents GN qui se passent là. Mais tu sais que le plus grand en Amérique du Nord, ça reste Bicoline. Ouais, ben oui. Hein? Écoute, là, avec c'est 3000 personnes à peu près, c'est fou. On l'a ici, village, au Québec, le plus grand grandeur nature, entre guillemets, d'Amérique du Nord. Puis là, c'est drôle, on dirait que justement, l'Amérique vient de se réveiller à ça, puis il y a des Américains, il y a des touristes, il y a du monde qui viennent, à Bicoline. Fait que ça va juste grossir encore. Il y a du monde qui vient d'Australie, Nouvelle-Zélande, j'ai vu un Suisse, à un moment donné, qui ne parle que l'allemand.
et qui baragouine un peu au Québec, là, dans une à côté de Shawinigan. C'est ça. Les gros Canadiens français. Mais j'applaudis votre courage de dépaysement, mon seigneur. Là, j'ai hâte de voir cette année à la Grande Bataille, parce que la dernière Grande Bataille, bon, on est à peu près 3000, puis 3000, là, c'est le chiffre qu'on dit, comme, il y a à peu près 3000 personnes pendant la Grande Bataille. Sauf que là, mettons, à la campagne du 4 novembre, d'habitude, c'est 150 contre 150, qui ont doublé les inscriptions, il y avait beaucoup d'enthousiasme, c'est devenu 300 contre 300. Là, au bal pourpre, apparemment qu'on était au-dessus de 1000. C'est un événement off Bicoline, soit dit en passant. C'est l'événement VIP Bicoline où les gens sortent leur médiéval 36. Ouais, exactement. Puis c'était le 24 mars. Puis d'habitude, on parle de généralement quelques centaines de personnes, 400-500. Puis là, on était au-dessus de 1000. Fait que je suis curieux de voir si à Grande Bataille cet été, en termes de nouveaux arrivants à Bicoline, on va peut-être pas tomber dans le 3400, 3500. Je serais vraiment pas surpris. C'est une petite possibilité. Cette place-là est en train d'exploser. On était à 160 quelques buildings là, de construction que les joueurs ont fait. Puis là, ils sont en plein aménagement. Parce que là, ils sont rendus qu'il faut qu'ils fassent de l'urbanisme parce que c'est en train de... Il y a tellement de gens qui veulent se construire. Le village est en train d'exploser. Ils ont pas le choix de faire de l'urbanisme là, parce que justement, ils peuvent pas laisser le monde construire où ce qu'ils veulent. Là, à un moment donné, là, faut qu'il y ait une certaine logique aussi. Là. Je regardais une vidéo qui date de 2011, une vidéo tournée par Éric Dubé, qui est comme l'espèce de photographe, réalisateur là, de Bicoline. Puis en 2011, il avait déjà des drones. Fait que tu sais, t'as des belles shots de genre le Bicoline de 2011. Mais ça doit pas être permis pour tout le monde, par exemple. J'imagine les appareils photo, puis les drones, puis ces affaires-là. Il y a comme parce que c'est Bicoline, puis parce que c'est plus un festival que GN, je te dirais que les gens sont... je pensais qu'il était très difficile là-dessus, honnêtement. Ils le sont, mais il y a quand même une... Fais ça discrètement, là, pis va pas prendre des photos du monde, là, pis sors pas fais pas des selfies sans arrêt, là, pis sois discret avec ton sel, cache-le dans ta manche, prends une photo le vendredi qui est la journée des touristes, là. Il y a un zoo, là, c'est ça, là, il y a des touristes qui viennent voir les gens qui larpent. Le vendredi. Fait que là, les téléphones, c'est vraiment permis, pis tout ça, parce que les gens aussi, ça devient aussi un outil promotionnel. Mon gars, on devient des belugas à SeaWorld. Pour vrai, il y a du monde, il y a des dos, là, pas nécessairement déguisés, en t-shirt short, avec un casque de viking, avec des cornes en mousse, là. Ils ont une épée, parce qu'ils s'en vont se battre. Prendre des photos en faisant, ils sont tellement charmants, pis tellement authentiques. Vous devenez un peu comme les comédiens qui sont engagés par des musées ou des villages historiques que tu vas visiter puis qui sont là dans des maisons. La même d'affaires. Le village d'antan québécois, mais fois 3000. Mais où je m'en allais avec la shot de drone de 2011, là, c'est que tu regardes le plan qu'il y a, prends toutes les tentes qui sont installées là, c'est devenu des buildings, puis à côté de ces buildings-là, on poussé des nouvelles tentes. Fait que c'est vraiment pis ça, on parle de ces 7 ans, là. Il y a 2 ans, ils ont construit 50 cabanes. Ouais. En une année, c'est incroyable. Le village, puis l'immersion par le fait même de cette place-là est complètement en train d'éclater, là. C'est tellement facile d'être là, de vivre pleinement l'intensité de cette illusion-là avec l'espèce de boom de construction qui est en train d'avoir lieu. Ouais, c'est vrai de ça. C'est insane, hein? Ouais, tu sais, c'est impressionnant. Quand t'es rendu que ton village qui existe une semaine par année a 2 centres-villes, là, ça c'est tu sais, au début, là, avant d'embarquer vraiment dans Bicoline, j'étais comme, voir que le monde investisse de l'argent pour se bâtir. Le monde investisse en tabarnak. Je suis moi-même en train de regarder, bon, combien ça coûte une cabane? Comment ça marche? Je veux ma cabane. Je veux ma cabane. Qui a construit une, puis je sais pas combien ils sont de monde, par exemple, dans la guilde, mais c'est 2000 chaque environ qui ont mis. Ouais, c'est ça. C'est souvent ça que le monde dit. C'est à peu près comme tout le monde met 2000, puis si t'as une assez bonne gang, ben là, tu peux te construire une affaire qui a du bon sens. Comme un chalet 3 étages, à peu près, là. Ouais, exact. Puis je pense, le prix pour le terrain, ça fonctionne comme par pied carré, là. Fait que c'est tant du pied carré, puis là, bon, là, tu peux te faire différent. Tu peux te faire 3 étages, tu peux te faire une tour, tu peux te faire un château, tu fais ce que tu veux. Puis il y en a ce qu'ils font, c'est qu'ils vont bâtir quelques chambres de plus, puis ils louent aux gens, puis là, ça permet de rentabiliser leur building sur 10, 12, 15 ans, là. Fait que tu sais, si ton projet à long terme, mettons, comme moi je suis convaincu que dans 15 ans, je vais encore aller à Bicoline. Comme, tu sais, ça pourrait être dans d'ici 2 ans, je vais me bâtir une cabane, puis ça va valoir la peine sur le long terme, tu sais. C'est ça que je dis, c'est aussi, en plus, c'est ça. C'est à long terme, c'est un hobby à long terme, tu fais ça, comme tu le dis, avec moi, là, je veux dire, si je me rends à la retraite, si je me rends à 60 ans, puis que je fais encore du larp l'été, puis j'ai l'intention de faire ça, maintenant. Moi, je me disais, là, puis là, je fantasme un peu,
là, mais d'ici le temps qu'on ait notre retraite, tu sais, comme Bicoline, quand ça a commencé, c'était 2 jours. Là, oups, ils ont monté à genre 3, 4, 5 jours. Que ce soit une semaine. Ben, et non seulement ça, moi, je suis comme, à la journée où est-ce qu'on est assez de retraités malades mentaux de l'ARP, là, pourquoi on fuit pas là-bas à l'année longue? Hey, puis là, ça devient un culte, là, par contre. Ben, là, tous, là, c'est beaucoup de pouvoir entre tes mains que t'es en train de, t'es en train de jouer à Dieu, là. C'est vraiment dangereux, ça. Trop de LARP n'est pas une bonne idée non plus. Non, mais tu pendant l'hiver, non, mais je peux comprendre l'idée parce que là, tu tombes carrément dans, comme si tu tombais à temps plein, t'avais l'option de tomber à temps plein dans un autre univers, là. Écoute, moi, mettons, qui est un gros fan de réalité virtuelle puis du potentiel, mettons, un peu comme dans Ready Player One, où est-ce que tu te connectes, boum, t'arrives dans ton monde. Ça, c'est la version vraie de ça, tu sais. Mais en même temps, souviens-toi à quel point une semaine, c'est exactement suffisant. Ouais, non, tout à fait, mais c'est parce que là, c'est dans l'intensité de tout le monde se construit c'est là que ça se passe. Fait que si, mettons, c'était, je sais pas, on est 200 retraités qui habitent là à l'année longue, on s'entend la semaine est rochante pour nous autres, mais le reste du temps, on fait juste vivre notre train-train quotidien médiéval, Charles a un regard terrifié à l'idée de passer l'année de fou, là. C'est ça, j'allais dire, ça devient une commune, littéralement, rendu là, tu sais. En ce moment, une semaine en Floride sans masse, il y a 60 ans, il y a les snowbirds, fait que là, ça va être l'équivalent des snowbirds, mais ils vont passer 2 mois dans des LARP. Là, 100% du temps, t'aurais une congrégation de petits vieux qui habitent au Moyen-Âge. As-tu une idée à quel point le cerveau de ces gens-là doit complètement flipper du tout? Non, mais c'est ça, c'est clair. Ça va développer de la démence. Mais bien sûr. Rappelle-toi, après une semaine sans cellulaire, le premier dépanneur dans lequel t'embarques pour t'acheter des clopes, là, à quel point le néon est agressif. Les lumières de l'âge moderne. C'est la pire affaire. Non, mais ça, c'est moi qui est gourmand, là. C'est moi qui, genre, comme, n'importe quoi, je veux le vivre à 1000%. Fait que je suis comme, une semaine à Bicoline, mais pourquoi pas 52? Non, mais juste de le vivre un mois, rendu jusqu'à un mois, je pense que c'est correct, là. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, mettons, quand j'étais jeune, c'est pas vraiment comparable parce qu'il y a pas tout le décorum pis tout ça, mais quand j'étais jeune, on allait au chalet parce qu'on avait pas d'eau courante, pas d'électricité, puis on s'éclairait aux chandelles puis aux lampes à l'huile, puis on partait 3 semaines, puis... Moi, je pense qu'un mois, tu vires fou. Écoute, pour vrai... Il y a pas de turn back, genre, c'est... Une semaine, là, c'est en masse. Les gens sont fatigués, les gens sont plus capables de il y a du drama, là, il y a inévitablement, bien sûr, qu'il y a du drama à Bicoline, là. Les gens sont plus capables de supporter après une semaine, les gens sont fatigués de faire le party parce qu'on fait juste ça. Ouais, mais justement, t'aurais moins ce côté-là aussi, vu que tu deviens là à temps plein, ça devient partie de ta vie courante, puis là, tu fais le party 1 fois par semaine au lieu de le faire 3 fois, 4 fois. Permettez-moi d'être le scientifique qui met son droit de veto sur ramener les dinosaures, là. Ne sommes-nous pas en train de perdre le contrôle? Non, mais on dit pas non plus d'inclure tout le monde là-dedans. Là. Ouais, non, c'est vrai. Mais là, ça devient encore plus un culte. C'est sûr que la semaine est intense parce que vu que c'est juste une semaine, moi là-bas, je suis dans l'urgence de vivre pleinement chacune des secondes que je passe parce que je sais que mon temps est compté avant qu'il faut que je retrouve ma vie cauchemardesque d'être humain genre du 21e siècle à Montréal. Qui se réveille sur son sofa au soleil. Ouais, dans le fond, c'est quand même tranquille. Faut se délecter de chaque seconde du Moyen-Âge. Puis c'est fou, ça en prend pas beaucoup, là. Je dirais, moi, à Bico, je suis un fou du roi. Je fais littéralement la même job que je fais dans la vie de tous les jours, mais au Moyen-Âge. Et fouille-moi, c'est pas stressant parce que je suis déguisé. C'est incroyable. Faire dans tes vacances le même travail avec borderline, le même stress. Ouais, mais t'as pas nécessairement le même stress, je pense, parce que j'imagine que tu dois pas avoir non plus la notion de faut absolument que je fasse rire le monde ont payé pour puis nan, je sais pas je sais là, tu parles en général que t'en as rien à chier non j'ai dans le sens que non j'ai pas de pression. J'ai pas de pression non mais là-bas, c'est ça parce que justement tu le sais que tu le fais par plaisir, si tu fais rire le monde, si tu réussis, t'embarques dans tes affaires, tu fais juste déconnecter, tu fais ce que tu veux, le monde trouve ça drôle, il accepte ou whatever, t'as pas la même pression que quand tu le fais pour ta job. Oui, évidemment. Puis c'est renouer. C'est drôle parce que ça fait renouer avec le plaisir, avec la partie plaisante de ce travail-là. Donc après ça, quand je retourne dans la vie de tous les jours, je sais pas, j'ai un petit buzz supplémentaire à travailler, à faire mon métier, parce que j'ai pris le temps de renouer avec l'aspect complètement ludique, puis aléatoire, puis enfantin de cette affaire-là, le grand jeu finalement. C'est fou parce que tu sais, puis
probablement que c'est la même chose pour toi, Charles, quand t'as commencé en humour. L'humour, pour moi, mettons, c'était un échappatoire, là. Tu sais, je fuyais la réalité de la vie avec le comique, l'absurde, en les criant sketchs, dans un porte-voix ton angoisse existentielle. Ben, exactement, là. Puis, sauf que là, c'est devenu un métier, c'est devenu ma vie. Fait que là, j'ai besoin... c'est que c'est devenu un métier. Ouais, c'est ça. J'ai toujours autant de plaisir à faire de la scène, à écrire. Je veux dire, je voudrais pas rien faire d'autre de sa terre. Sauf que là, j'ai besoin d'un échappatoire pour mon premier échappatoire qui était déjà un échappatoire de ma vie. Fait que j'ai des layers de fuite. Des poupées russes de fuite de la réalité. Ouais. Oh mon Dieu, ce rire-là est tellement tristesse. Après ça, tu vas fuir l'horreur avec autre chose, puis ça va juste comme... Ouais, mais je sais pas si... Mais c'est work hard, party hard. C'est plus, puis on se donne, là, tous, là, je sais que tu travailles fort, là, puis on se donne à travers l'année, puis on dit non à des affaires, puis on refuse de voir du monde parce qu'il faut travailler, puis on se coupe d'un paquet de shit. On sacrifie des relations humaines, on sacrifie des relations même avec notre famille, comme tu sais, c'est dur, mais aujourd'hui, là, je veux pas, puis je veux pas vous faire sentir cheap, mais comme je suis pas avec ma famille parce que genre je voulais faire un podcast puis j'ai un show à soir, tu sais, mais c'est des choix comme ça qu'on fait quand on veut guider notre bateau à bon port, puis c'est des petites choses même au quotidien, tu sais, sauf qu'à un moment donné, tu regardes tes dernières années pis t'es comme, wow, beaucoup de monde que je vois moins, beaucoup de hobbies, tu sais, mettons, je fais longtemps, je prenais des cours de danse, j'ai pas le temps de prendre des cours de danse tous les mardis, un mardi sur deux, j'ai un meeting d'écriture, l'autre mardi, j'étais en show, fait que tu sais. Dessiner, lire des livres, toutes ces affaires-là qui prennent le bord au fur et à mesure. Mais ça, je pense que c'est la vie adulte en général qui fait qu'on est obligé de faire des compromis de même. Oui. C'est clair, mais tu sais, mettons, dans une job où, si mettons, je faisais mettons, que du 35 heures semaine, j'aurais peut-être un petit peu plus de temps pour, mettons, passer du temps avec mes amis ou tout ça, mais quand, mettons, c'est une job où est-ce que t'es ta propre job, t'es ta propre compagnie, ben, il y en a pas de congé, là, il y en a jamais. Tu décroches jamais, là, à la fin de la journée, tu décroches parce que t'es physiquement incapable de travailler. T'es mentalement défait complètement, puis là, genre, là, ça te prend du repos. Puis là, ce repos-là, c'est pas genre un repos, hey, je vais me reposer, je vais aller faire du bateau avec les chums. Non, c'est de l'angoisse de, je devrais vraiment être en train de travailler en ce moment, mais crime, là, je suis beaucoup trop fatigué pour le faire, fait qu'à la place, je vais fixer le vide observer l'éternité d'un mur blanc jusqu'à ce que je fasse de l'ordre dans ma vie. C'est très fun de faire l'humour finalement. Ça l'est, mais je pense que c'est un métier où il faut que tu sois inévitablement un petit peu malade mental avant de te lancer là-dedans. Mais j'ai beaucoup de respect pour vrai pour le métier d'humoriste parce que je trouve que c'est tellement pas un métier facile. Puis, tu sais, somme toute, c'est dans le but de vouloir faire rire le monde. Puis, dans les premières années, puis je pense pendant longtemps, c'est rough un peu là, de vivre de l'humour. C'est de la drogue quand ça marche là. Ouais, quand t'as le public qui est de ton bord, puis que t'as tes réactions de fou, c'est clair que tu dois avoir de l'adrénaline qui va avec ça. Une fois où ça rentre crissement bien et qui vient effacer 5 fois de suite où tu t'es planté comme le pire des cons. Oh, ouais. Mais après ça, il reste que si tu te plantes, j'imagine, ça vient aussi effacer la... Oui pis non, c'est pour vrai là, une bonne fois, je parle pour moi là, mais ça remet les points à zéro là, puis je suis prêt à prendre un petit peu de punishment encore jusqu'à ce que je me remette à déprimer, puis là je déprime suffisamment pour travailler encore plus fort mes affaires, faire comme là je vais être en esti, puis là ça va bien, puis là t'es reboosté, puis prêt à redéprimer une autre fois. Mais d'ailleurs, ça jusqu'à la mort. Ouais, puis tu sais, il y a aussi qu'on se contente moins de quand ça va. Mettons, pour moi, pour aller chercher le kick, l'euphorie du show, t'es en train de tout péter, là. Il faut que je rentre plus fort que, mettons, les premières fois où est-ce que ça allait, mettons, juste bien, puis je pouvais surfer là-dessus pendant une semaine, t'sais. Mais même, tu sais, j'ai des moments dans mon cell que je garde dans mes fichiers audio, où c'est des fois que ça a bien été, puis quand je pogne des moments où ça va mollo pendant, tu sais, des fois, là, pendant un mois, ça va bien, tu te plantes pas, mais t'es pas en train de tout arracher, puis on dirait qu'il faut que je me rappelle que je suis drôle, puis que ça a déjà crissement bien été. Fait que là, c'est super weird, là, mais genre, j'écoute un petit vidéo de moi-même qui est en train de tout péter d'une place, puis là, je fais, ok, non, regarde, c'est beau, François, t'es capable, t'es encore drôle, puis là, genre, get your shit together, puis encore, c'est ça, bon, ben, eh bien, maintenant, travaille plus fort, imbécile. C'est se rappeler pourquoi on est bon, en fait. C'est des fois, c'est sûr que t'as toujours juste pensé que t'es bon parce que t'as déjà marché,
puis rester dans la même lignée aussi, je veux dire. Ça, je pense qu'il y a pas personne qui finit par, peut-être, là, mais peu de gens qui ont cette mentalité-là vont réussir à atteindre l'espèce de niveau élite d'humour de stand-up, parce que pour atteindre, pour atteindre ça, faut être constamment le besoin puis l'urgence de dépasser puis d'écrire encore des meilleures blagues puis de rentrer encore plus fort puis tout ça. Fait qu'il y a quand même, tu sais, je pense que la majorité des gens on a des espèces d'éternels insatisfaits, ou même dans le plus grand des succès où est-ce que tu pètes tout pendant ton propre show de 1 heure devant du monde qui t'aime, pis t'as un standing à la fin, tu sais, tu sors de scène pis t'es comme, ouais, mon bit au début c'était un petit peu sloppy, mon crowdwork correct, tu sais. Fait qu'il y a quand même tu regardes dans la foule, tu vois uniquement les gens qui ont l'air de pseudo aimer ça. Tu peux avoir un dude qui s'emmerde dans une mer de 300 personnes qui s'amusent comme des estis de mongols, puis tu vas juste focusser sur le dude qui a l'air de s'endormir, et ce gars-là va des fois arriver à te faire croire que t'es pas bon, même si ça s'est super bien passé. C'est comme si lui tenait la vérité. Lui, il sait que je suis pas drôle. Là. C'est parce que c'est un défaut, un défaut dans ta face. Mais ça devient-tu quand ça vous arrive, mettons, de spotter quelqu'un qui trouve vraiment pas ça drôle ou qui s'emmerde pendant votre bit ou votre 1 heure ou votre whatever, ça devient-tu comme des fois un objectif de dire Chris, lui là, je vais le faire rire, là. Je pense pas qu'il faut s'acharner avec ces gens. Non, ben c'est ça, je me dis aussi. Mais souvent on le fait là par réflexe, on va essayer d'aller chercher la personne, par orgueil, on va essayer de la faire rire ou tout ça, mais je me dis tout le temps quand ça arrive de me rappeler un des conseils qu'on m'a donné, c'est focus sur le monde, ils sont en train d'avoir du fun. Ça, eux autres ils sont en train de t'en donner, donne-leur-en. Là, tu sais, regarde pas le gars qui s'emmerde, c'est probablement pas de ta faute. Il va juste te drainer vers le bas, genre. Ben c'est ça, tu vas te mettre à rentrer dans ta tête, à te poser des questions, et pourquoi qu'il me trouve pas drôle, c'est parce que t'as l'affaire, c'est parce que t'as l'affaire. Attends, puis il y a du monde là qui ont des tu sais, la façon d'apprécier un spectacle d'humour varie d'une personne à l'autre. C'est ça, c'est pas obligé d'être le gros rire de A à Z. Il y a des gens qui vont énormément apprécier le spectacle, mais que c'est pas des rieux, ils vont apprécier la valeur intellectuelle et amusante de ton propos. C'est un peu comme ça. Moi, je suis pas quelqu'un de bruyant, mais je me force un peu plus. Pour vrai, il y a des choses que je trouve drôles, mais je suis pas quelqu'un qui a le rire facile, si on veut, mais je vais trouver ça drôle pareil, mais tu sais, on dirait que je me force un peu quand je suis d'un show d'humour à rire, mais c'est pas parce que je me force à rire parce que je trouve ça pas drôle puis je me force à faire comme si je trouvais ça drôle. C'est parce que de base je suis pas quelqu'un qui rit à rire. Drôle, ça, mais je me dis je me force un peu parce que je me dis l'humoriste se nourrit de ça en fait, tu sais. Fait que tu sais s'il y a personne qui rit à un moment donné là, ça devient lourd. Là, moi il y a des humoristes là que j'adore là, qui sont les estis de légende, des Bill Burr puis des Louis C.K. de ce monde que j'écoute le spécial d'1 heure puis je vais rire 2 fois. Je vais rire 2 fois aux larmes. Il y a 2 affaires qui vont être allées me chercher. Puis voilà, ça en aura. Puis ça fait pas que le reste est moins drôle. Ça fait que le reste a été regardé de façon plus analytique. Il y a eu des petits, oui, malin. Drôle, puis ça te procure un sentiment de bien-être. Surtout quand vous êtes humoriste aussi, vous voyez pas les numéros de la même façon, je pense, là. Mais ça m'arrive encore, il y a quelques humoristes qui me bernent complètement. Ah, des surprises. Puis là, je retombe, mais mettons, Daniel Grenier me berne plus souvent qu'autrement, Simon Leblanc me berne, où est-ce que j'ai beau tomber dans l'analytique pis tout, je vais décrocher puis je vais retomber comme si je ne connaissais fuck all à l'humour. Daniel, on dirait quand même comme si c'était un enfant là, pendant ses shows. Adib Al-Khalidé puis Guillaume Wagner. Du moins pas pour moi, ces 2 gars-là ont l'illusion parfaite de la conversation. Tu vois pas les procédés, tu vois pas la structure en dessous, puis les gags sont des hosties de whack-a-mole à toutes les fois, puis c'est infiniment surprenant et très très drôle. Mais d'ailleurs, parlant de Guillaume, ça me fait penser, là tu vas être sur le Mobilo. Ouais. Le Dr Mobilo Aquafest, qui est de retour faut vraiment que je mentionne, ton affiche est vraiment malade. C'est bien gentil, merci. C'est une des plus cool. Il effectivement, il m'a rajouté une vibe très très métal à l'affiche. C'est très chouette. Je refais mon spectacle Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes. Et soit dit ça en passant, un de mes spectacles d'humour préférés, tout humour confondu, mais les specials Netflix, tout ça, là, la peste noire, là, c'est un petit bijou de stand-up, là, tout stand-up confondu. Tu sais que c'est en partie à cause de toi que j'ai fait ce spectacle-là. Je me souviendrai de la conversation, on était à l'hémisphère gauche, il y avait qui? Il y avait Maud Landry, c'est petit, toi pis Maud Landry en sortant d'un spectacle à l'hémisphère gauche. J'aime beaucoup Maud. Mais oui, c'est une chum.
Et on était revenu d'une cigarette. Je pense que je vous ai synthétisé la peste noire de 1347 en 15 minutes. Ouais, exact. Puis ça avait été tellement le fun. Super drôle. Puis chaque affaire, tu te dis, ben comme man, genre note ça sent dans le show. Puis après ça, c'était juste, je pense que tu fasses l'exercice de le raconter et le re-raconter plusieurs fois à toi-même en écrivant des jokes là-dedans. J'ai jamais appris ce spectacle-là au complet. Je l'ai jamais appris par cœur. Là. Je connais mes points au fur et à mesure. Je connais mes jokes, mais le reste, c'est l'instantanéité de raconter cette affaire-là au fur et à mesure. Puis pas. C'est quand les dates? Ça va être le 10 avril. 10 avril prochain à 19h30 au Rialto. Donc la semaine prochaine. Ouais. Ça tombe quel jour, ça? Ça tombe mardi. Est-ce qu'il te reste des billets de faveur? Non, il me reste plus de billets de faveur. Il va falloir acheter. Donner de l'argent. Je suis le Minifest. Laissez-moi entrer. Mais dans le fond, si tu l'as pas pris par cœur, chaque fois qu'on va le voir, c'est un peu différent. C'est ça le plaisir. Ben oui. C'est ça le plaisir. Je l'ai vu 2 fois, puis ça, il y avait des subtilités, des nuances, des wordings qui changeaient d'une fois à l'autre, puis vu qu'il est très dans le moment aussi, ben indépendant des réactions de la crowd puis tout ça, ben tu sais, tu vas allonger ou raccourcir certaines prémices pour mettre l'emphase sur un point. Ça, attends, mais j'ai un bout de le fun qui s'en vient là, on va mettre l'emphase sur cette affaire. Comme là, je me souviens la 2, ben en tout cas quand tu l'avais fait au Minifest, il y a Guy de Montpelliac qui est un des personnages. Guy de Chauliac. Guy de Chauliac est un des personnages importants de l'histoire de la peste noire, qui est comme ce soir-là particulièrement, puis moi mettons que plus que la première fois que je l'avais vu, les gens trouvaient ça tellement drôle, ce bonhomme-là, pis là je vais pas rien vous spoiler, que chaque fois que son nom était nommé, il y avait une clap dans la salle, le monde était comme wouh, Guy de Chauliac. Fait que Charles s'était mis à prendre plaisir à particulièrement appuyer et qui ne retrouve-t-on pas Guy de Chauliac. Le bon. Ça c'est le fun par exemple. Docteur du 14e siècle. Complètement obscur. Mais là, vu que t'amènes le sujet là-dessus, justement, le Minifest, cette année, ça s'enligne comment? T'as-tu des... c'est encore flou, hein, j'imagine. Il reste encore... Ah, c'est ça. Non, c'est pas ça, j'ai comme posé la question, je me suis dit, ouais, il reste encore bien du temps, ça doit pas être bien avancé. Non, mais on est quand même très avancé, malgré le fait qu'on est épouvantablement en retard sur notre propre échéancier. Okay. Mais dans le fond, là, bon, on a fait l'appel de projet est terminé. On a fait une présélection, puis là, dans le fond, il faut qu'on confirme notre sélection en assemblée générale parce que c'est un OSBL, fait que ça nous prend absolument tous nos membres qui sont là. Ouais, exact. Puis on est vraiment pas tant que ça. Là, on est, je pense qu'on est 7 membres sur le CO. C'est juste que là, ça nous prend tout le monde. Puis là, après ça, il va falloir qu'on trouve des bonnes vieilles solutions créatives à des problèmes de gestionnaire. Puis ça, c'est, je pense, à la fois notre force et des fois un peu notre faiblesse parce qu'on essaie souvent de think outside the box pour trouver des solutions telles que comment est-ce qu'on peut faire 4 shows le même soir ou des choses comme ça. Puis, mais ça fait aussi que nos solutions, parfois, ben, c'est vraiment, on lance les dés de la chance puis on espère que tout ça fonctionne. Mais là pour cette édition... Les dés de la chance! Oh! Ben grosso modo, là, cette édition-ci, c'est quand même excellent parce que là, on double de grosseur. Là, ben c'est ça, puis là en plus, je pense que là, c'est plus au medley que ça va être. C'est encore au medley. C'est encore au medley, ouais, okay. Mais c'est qu'on va avoir d'autres salles qui se rajoutent à ça. Fait que on a le Nestor qui est juste à côté du medley, donc une petite salle de 60 personnes au 2e étage. J'amène bien sûr l'autobus, la salle de spectacle, dont j'ai hâte de voir probablement parler. Fait qu'il va y avoir des shows là aussi. Fait qu'on passe d'à peu près, je pense qu'on avait 26 ou 27 shows l'an passé. Là, cette année, on va en avoir 51. Cool. Puis on avait 6 podcasts l'an passé. Vous étiez venus, entre autres. Là, ouais, on monte à 12, mais on va aussi avoir des podcasts enregistrés en huis clos, des gens qui veulent pas nécessairement faire devant public. Okay. Fait que, officiellement, mais on va avec des invités du... Ouais, exactement. Exact. Fait que là, on va plus tomber dans le 15 podcasts. Fait que ça fait officiellement qu'on double. Puis là l'équipe, je pense on touche à la peut-être pas la version finale du Minifest, mais mettons on n'est plus de Charmander là. C'est peut-être qu'à la limite on est peut-être pas. Ouais, ça on est peut-être Charmeleon, on n'est pas encore Charizard, tu sais, mais ça s'en vient, on arrive vers notre stade final, l'équipe a jamais été aussi belle et forte, et tu sais on a été chercher au début, tu sais on a une gang d'humoristes qui passe ça nous prenait de l'expertise de l'extérieur parce qu'à un moment donné on a beau être bon en événementiel, on a beau comprendre comment ça marche une prod, il nous manquait de l'expertise à gauche à droite, fait qu'on a été chercher différentes personnes qui
qui ont l'expertise. Mais ça a quand même été un festival qui a été administré avec beaucoup de professionnalisme dès le départ aussi. Là. Vous avez fait une bonne job, là. C'est tight, le Minifest, puis depuis l'an 1, là. Moi, j'ai juste vu l'année passée, puis tu sais, j'étais là quasiment à tous les soirs l'année passée, là. C'était super bien organisé, puis c'est ça, ce qui est cool du Minifest, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup aussi de shows concept. Puis moi j'aime expérimental aussi. Moi comme laboratoire, l'Unifest, je le vois comme ça parce qu'il y a bien des shows qui vont pas vivre ailleurs, puis c'est le fun de voir ça là. C'est dans nos critères de sélection, on se pose toujours la question genre qui produirait ça, puis souvent la réponse c'est ben nous autres. Il y a bien des shows qu'on prend parce qu'on fait hey ça a tellement pas de bon sens, puis il y a aucune chance que ça l'existe nulle part ailleurs, que on peut pas faire autre chose que de produire. C'est trop insane pour que ça puisse pas arriver. Ouais, c'est ça, puis on se dit c'est trop insane pour que ça l'attire pas l'intérêt de certaines personnes. C'était quoi déjà celui qu'il y avait Anthony Rémillard, il y avait une boîte, puis là vous y mettiez des affaires, le monde mettait des trucs dans sa boîte. Joe Guérin, à un moment donné, il faisait un numéro avec des écouteurs dehors, il se faisait dire quoi dire au monde dans la rue. Oh boy, j'ai aucune idée de quoi tu parles. C'est pas ça que je fume beaucoup de pot pendant le Mesdames et messieurs, le président du festival. Je suis vraiment le pire. Il y avait Reda Saoui. C'est-tu Reda Saoui? En tout cas, qui était non, c'était pas Reda Saoui, mais il y avait une piñata, puis le monde vergeait dessus pendant qu'il faisait son number. Je pense que c'est le 10 minutes de merde. Ça se peut. Ouais, 10 minutes de merde. Ouais, mais ça, ouais, puis on l'avait à Minifest, là. On avait ça. Oui, monsieur le président. C'était sur la programmation. L'autre jour, sur le groupe Facebook du comité, genre, j'écris hey gang, c'est qui l'an passé qui avait booké la gang du donjon de Etu Game? J'aimerais ça qu'ils reviennent cette année. Je suis Manuel qui a fait, c'est toi qui les a bookés. Ok, je suis vraiment le pire président de tous les présidents. Ça me rappelle quelqu'un que je connais, ça. Ça avait été le fun, ça, le Donjon et Dragon avec les appendices. Ouais. C'était vraiment très, très chouette idée, ça. Alors, j'ai pleuré de rire à plusieurs reprises, puis sincèrement, là, pas pour le show, rien, là, mais genre, c'était tellement drôle, là, comme, tu sais, puis aussi, on le faisait avec Jesse, puis Jesse, Charles et moi, on a joué à Donjon Dragon ensemble tellement souvent que stock, on avait chimie, puis on sait... C'est ça qui était le fun à regarder aussi, la chimie que vous aviez, parce que ça paraissait... d'un que vous aimiez jeu de rôle puis que vous avez déjà joué. On connaît nos patterns comiques, on sait comment grosso modo comment on va puncher avec quel personnage, puis à partir de ce moment-là ça devient. Mais les gars aussi sont des agressifs roleplayers, sont très bons, là, sont très drôles. Très bons, avec de la bonne répartie, puis de l'écoute aussi. C'est cool, c'est pas un concours de, mais parce que souvent quand t'as trop d'humoristes puis trop de ça devient un concours de qui est le plus drôle ou qui punch le plus, qui se démarque le plus. C'est déplaisant, c'est ça devient juste un brouhaha, et ça c'est, man, tout le monde, c'est une grosse game d'impro avec des bons joueurs, mon dieu, tout le monde s'écoute puis ça crée un tout vraiment le fun. C'est ça, jouer avec des bons joueurs en fait, c'est du gros crise de fun en bar. Dites-moi, je veux pas être cette personne-là, mais est-ce qu'on prendrait un petit moment pour fumer une smoke? Je peux t'en nommer une. Ah oui, c'est correct. Puis il faudrait que j'aille pisser aussi. Là, on prend une pause. Bon, fait que de retour de cette pause, je sais pas. Nous revoilà. Encore plus présent d'esprit que jamais. Ouais, non, dans le fond, on parlait un peu du Minifest, puis parce que là, je pense qu'on peut l'annoncer, là, nous autres, on va être là encore cette année, on était là l'année dernière. Oui, absolument. J'ai vraiment hâte, là, on sait pas encore les dates, mais on va être là. Puis on avait pensé à une idée, puis tu nous diras ce que t'en penses. Ben, certainement. Parce que... ok. Non, ça t'implique, effectivement. Parce que, tu sais, la dernière fois que t'as été sur le podcast, c'est parce qu'on t'avait appelé, on était avec Jay du Temple, puis on faisait un quiz d'Harry Potter. Oui, c'est vrai. Fait qu'on se disait qu'on pensait peut-être faire un live devant le public, refaire un quiz Harry Potter, mais toi contre Jay du Temple. Ah ben là, c'est certain que j'aimerais ça, là. Ben, si c'est possible, si c'est faisable, là, faut falloir genre... que d'humilier ce bon vieux de Jay du Temple sur ses connaissances de l'univers de J.K. Rowling. Non, mais c'est un vrai geek, Jay, là, genre... on a remarqué, on avait remarqué. On a découvert le côté compétitif de lui parce que c'était fou comment il était compétitif. Il était fier. Ben, faut dire aussi, Martin était en lendemain de veille, là. Ouais, c'est vrai. Mais il reste qu'il avait battu Martin, fait que là, on s'était dit, en crime, on pourrait
voir après ça passer au suivant, faire une espèce de finale. Écoute, même si toi t'as pas fait les demi-finales. Non, c'est ça, mais genre je pense comme je devrais avoir cette espèce de passe honorifique là que je peux me rendre en finale de n'importe quoi qui parle d'Harry Potter. Comme la fin déjà. Ouais, c'est ça, je me considère comme ça. Là, non, c'est rien parce que t'abuses de ton titre de président du festival. En fait, officiellement, je suis président et directeur général. Et là là. De pire en pire. Tout ceci n'est qu'une sombre farce. Ben non, c'est parce qu'on disait c'était celui de Dan au début que tu sais ça serait cool devant public, je pense que ça serait dynamique pis tout ça. Ouais, les gens pourraient venir Harry Potter sur leur tente pis ça serait cool. Là. Ouais, on pourrait se faire un petit événement déguisé, là, quelque chose de même. C'est ça le but, je pense. Là. Nice. Là, il y a juste un spectacle d'humour pis il y a plein de monde qui descendent déguisés dans l'univers d'Harry Potter pis ils font. Mais ça veut pas dire que ça va être faisable, là. Faut falloir checker aussi avec Jay que je relance. Mais toi, t'es quand même disponible cette fin de semaine? Ben, cette semaine-là. Ben, moi, ce moment-là qu'on sait pas il est quand. C'est facile de savoir si t'es disponible. Disponible, un moment donné, dans ce coin-là. Ben, tu sais, c'est ça pendant le Minifest, là, tu sais, je fais à peu près, donc, du 18 heures par jour, là. Mais ça inclut des spectacles, ça inclut tout ça, puis un peu à la bicoline, je suis tellement overwhelmé, puis je suis tellement sur l'adrénaline, puis dans le plaisir pur que ça me dérange pas d'être overbooké, puis de faire 14 shows tout le temps, faisant de la gestion de crise, en trouvant un spotlight, parce que là, on a un spotlight capoté, puis jouer dans 15 minutes puis tout ça c'est fait que non ça va me faire bien plaisir d'être là. Cool. Au pire on discutera du trou que tu peux prendre puis les trous c'est toujours important de savoir quel ouais. Non, ben, maintenant que c'est booké. Content que vous ayez pu assister à ça. T'allais dire de quoi? Ah ouais, je me retournais un peu vers le LARP, là, vu que... Ouais, on peut retourner là. Parce que vous étiez passionné, puis moi je vous laisse aller dans ce cas-là. Non mais, les règles pour vous autres dans un drôle, on parle plus sur table, mettons, parce qu'en LARP, les règlements sous dépendamment, c'est bicoline, c'est du, à l'européenne, du touch, mettons, les armes font tous des dégâts fixes, puis je touche là, puis la titre, là. L'armure donne temps, blabla, on embarquera pas trop dans les détails. Mais vous autres, sur table, les règles sont vraiment importantes ou bof? Les règles sont importantes pour venir encadrer certains aspects spécifiques. Je pense que faut pas, c'est comme pour tout, faut pas être trop à cheval sur les règles. Faut pas que ce soit juste. Je pense qu'une bonne game, c'est pas juste de faire des calculs puis de brasser des dés puis qu'il doit y avoir des instants de véritable jeu d'incarnation de personnages à travers tout ça, mais inévitablement, pour simuler le destin. Ouais, ok. Les règles sont importantes, puis ça permet de trancher les questions, puis de mettre tes joueurs dans la merde, en fait. Ouais. C'est ça qui est fascinant avec les règles, c'est que c'est la principale façon de mettre tes joueurs dans le pipi, puis de leur donner des choses à faire pour survivre, puis n'est-ce pas l'objectif de tout ça. Ben oui. Ce que je dis souvent, c'est que les règles sont là pour servir ta game, plutôt que ta game est pas là pour servir les règles, tu sais. Ouais. Fait que bien souvent, là, il y a des règles que je vais un peu bander, ou que je vais même complètement ignorer, puis mettons si je parle d'une game stock, il y a des règles que j'enlève dans le jeu, puis c'est des affaires qui me font chier, mettons certains calculs de distance que je suis comme non, moi je fais pas de calcul de distance là, genre il est apporté, il est pas apporté, si ce qui est en train d'arriver est plus intéressant que la contrainte, fuck la contrainte. Ouais, c'est ça, puis je vais vraiment au service de l'histoire puis du epicness. Là où est-ce que les règles là, genre là j'ouvre le rulebook puis j'y suis à la lettre, c'est quand j'ai du joueur contre joueur, parce que là je veux pas que au détriment de l'histoire, que j'avais fait un choix narratif qui influence le dénouement du combat ou de l'affrontement ou tout ça, comme là mettons dans ma game j'ai bien du joueur, genre ils savent que je suis en train de builder ça pour que ça amène à Civil War de Captain America. Je veux que tous mes joueurs finissent par s'affronter, tu sais. Fait que là on commence à être bien serré sur le metagaming puis bien serré sur les règles. Quand mettons quelqu'un essaie d'avoir une information sur quelqu'un, ben là je leur fais faire tous les gestes là, tous les jets là, tu sais, furtivité, perception, alors que généralement contre un NPC, il y a bien des affaires que je vais skipper. Puis on parle même d'une plateforme où genre j'ai choisi plusieurs règles, mais que comme GM, je choisis de enlever ces règles-là, tu sais. Fait que... Ça, c'est ton système d'Harry Potter que tu as construit, dans le fond. Ouais, c'est ça, ouais. Mais en tant que DM aussi, je veux dire, les règles, c'est très souvent un moyen de te mettre dans la merde, toi aussi, pis t'être obligé de bifurquer sur un dissent, là. Si ce qui est arrivé n'était pas ce que t'avais anticipé, parce qu'il y a eu, finalement, il y a eu un coup de dé qui a favorisé l'option que tu pensais pas
pas que ça qu'elle est arrivée, ça te met automatiquement dans l'urine, puis là t'as le même plaisir que le joueur, en fait. Ouais. Moi, c'est le bout de ça qui me fait triper en tant que DM, parce que j'aime pas les DM qui vont faire comme, ah non, c'est moi qui décide sur tout. Ils sont comme, ah, mon histoire va aller de même, je m'en fous que t'aies réussi, c'est moi qui décide. C'est correct aussi, là, mais en même temps, des fois, c'est le fun de, comme tu disais, de faire, faut que j'improvise à mon tour. Le risque du joueur aussi, là, faut être prêt à jouer la game jusqu'au bout. Là, t'es Dieu, mais justement, je veux dire, quoi de mieux qu'être Dieu et de s'incarner de s'auto-imposer des contraintes de mortel à travers tout ça. Ah oui, tout à fait. Puis ça dépend aussi de c'est quoi ton groupe de joueurs, tu sais. Donc, j'ai fait des games où est-ce qu'on était tous des joueurs assez... On aimait ça rocker la fiche. Là, tu sais, on jouait un peu pour la fiche, on voulait power gamer notre bonhomme, puis on voulait essayer d'avoir la meilleure combinaison de feats pour être ensemble indestructible le plus vite possible. Fait que le Game Master, ben, sur ce game-là, les règles, ils étaient bien plus tard avec nous autres, pis on était aussi tout du monde qui mastait à l'extérieur de cette joute-là, tu sais. Mais mettons, moi, avec ma gang d'Harry Potter, j'ai quelques joueurs qui c'est des power gamers, ils jouent pour la fiche, ils jouent pour les stats, eux autres, là, tu sais, ils aiment ça lancer des dés. Puis j'ai un autre ballon que eux autres, ils en ont rien à faire. Puis je pourrais leur donner 1000 points d'XP, à la fin de la game, ils sauraient pas dans quoi les mettre, ils utiliseraient probablement même pas. Les autres sont là pour l'histoire, sont là pour la narrative, ils s'attachent à leur NPC, puis là, s'il y a un NPC qui s'attache au NPC, l'espèce de NPC random que t'as sorti de ton cul pour qu'une situation arrive, puis là, mais on va sauver ce gars-là, on va le trimballer avec nous autres pour toujours. Il va habiter avec... Non! Ça m'est arrivé en plus dans une game il y a pas super longtemps qu'il y avait un NPC, tu sais, random, tu sais, t'en fais plein qui sont cool, attachants, non. Le gars random, ils veulent toujours emmener avec les autres partout, pis t'es comme, je veux pas le faire. C'est notre ami Hector! Non, là, je voulais que vous alliez dans la crypte. Putain de merde. Des fois, j'amène beaucoup de NPC, genre, pis, tu sais, là, mais j'ai des joueurs, ils tiennent les listes de noms, pis tout ça, pis là, on a joué du 80 games, fait que l'univers est rendu épouvantablement grand, je suis tout perdu là-dedans, pis je sais plus qui est quoi, là. Mais il y a des bots aussi, le jeu avec ça, ils s'attachent tellement aux NPC, pis j'avais de la misère à leur refuser que les NPC les accompagnent, qu'il y avait des combats que je jouais tout seul. Genre, tu sais, j'avais 12 tours, pis ils en ont, genre, un chaque, parce que là, juste tout leur reste d'NPC, pis là, j'étais comme, mais ok, regarde, vos NPC vont tous jouer en même temps. C'est comme, ben non, mais là, Erwin ferait pas la même chose que McGonagall, pis je suis comme, mais c'est des NPC, c'est vous autres qui êtes censés jouer présentement, comme, arrêtez, pis fait que là, finalement, bon, là, on split les NPC, ok, toi, tu joues un tel, mais on joue plus les bonhommes qu'on s'en crisse que les personnages principaux de l'histoire, les personnages principaux, pardon. Ça, c'est le grand enfer du DM, ça. c'est les affaires que tu vas voir le plus planifiées vont être très souvent le plus survolées. Non, attendez, je vous ai préparé plein de petits œufs de Pâques, là, dans la quête de la crypte du bateau, là. Qu'est-ce que vous... Tu te bâtis une grosse quest, là, genre, pis là, ils vont se rendre sur un bateau pirate, là, là-bas, ça va être foilé, ils vont se faire, je sais pas, enchaîner, une belle patente, mais on n'est jamais sorti du port parce qu'ils étaient convaincus qu'ils se faisaient suivre par quelqu'un qui c'était juste une fausse piste que j'ai mis, finalement, ça devient ça, la quest, ou est-ce que, là, ils essaient de trouver c'est qui les a suivis, pis là, je peux pas les laisser après 3 heures que, non, mais vous êtes paranoïaque pis c'était juste un marchand. Non, fait que là, c'est bon, vous faisiez suivre par quelqu'un de la sombre épée, pis bon, moi, rendu là, tu peux appeler Charles. Pis là, il va dire, tout ceci n'est une sombre affaire. La game finit là. Généralement, ce que je dis la plupart du temps qu'il y a quelqu'un qui m'appelle, 12 la banque. Ouf, nos existences ne sont-elles pas une illusion de conscience dans une éternité comblée par le vide? Bonne soirée, assurance auto. Est-ce que ça serait drôle? Non, mais c'est vrai que l'expérience joueur pis DM est vraiment différente, là. Ben, en même temps, tu joues quand même des personnages, je veux dire, des NPC, il y en a que tu joues, plus à cœur que d'autres, là. Tu veux dire, le vendeur, le poisson, tu t'en sacs un peu de la part du temps. Il y a des, autant, tu sais, il y a des bons joueurs, autant il y a des mauvais joueurs que des mauvais DM aussi, là. Ouais, ben oui. Toutes ces choses-là sont possibles. Et maintenant, est-ce que c'est le dilemme, c'est le DM qui est plus important ou les joueurs? Est-ce que c'est plus facile d'avoir une game plaisante avec un très bon DM puis un paquet de mauvais joueurs ou un paquet de crises de bons joueurs puis un DM correct? Moi, je guesse que parce que moi, je suis celui autour de la table qui a le moins d'expérience, mais je pense que le DM, il est plus important que des mauvais joueurs, parce que le DM, il est capable au moins de donner une narrative. Un très bon DM va être capable de donner le moment de leur vie à un paquet de mauvais joueurs. Ouais, puis surtout, mettons, si je les connais pas, ces joueurs-là, puis je connais pas le DM, je préfère être avec un bon DM qu'avec des bons joueurs que je connais pas, puis un mauvais DM, là. Parce qu'un mauvais DM, je pense, ça peut faire frustrer plus que...
Il y a toutes sortes de mauvais DM, là, le mauvais DM anal retentive, là, qui veut absolument que ce soit sa trame narrative et qui, peu importe ce que tu essaies de faire, il va t'obliger, il y a une main de Dieu qui va sortir des nuages. Genre quasiment qui aurait voulu absolument les envoyer dans le bateau puis on va aller passer par telle place. Ah paf, parce qu'il y a un mur. J'avais un ami qui voulait à un moment donné absolument qu'on aille dans le crypte. Puis là on a fait non, c'est quoi? Aucun de ces personnages n'a envie d'aller dans la putain de crypte. Il va y avoir des morts vivants et ça va être déplaisant. Nous allons prendre le bateau à la place. Finalement on a pris le bateau puis c'était un bateau crypte. Ça a été... Il y avait des zombies dans le bateau, c'était un bateau plein de... Il y avait préparé ça méchant. J'ai comme, serait-il possible qu'il fallait vraiment qu'on aille dans la crypte? C'est le genre de truc que, à longue, tu peux t'améliorer. Tu sais, quand tu commences, tu fais plein d'erreurs pis tes remarques, là, c'est bon de s'améliorer aussi en tant que DM ou en tant que joueur. Pis tu sais, j'ai lu beaucoup de livres sur le storytelling, aussi des moods que tu peux imposer à tes joueurs, imposer, on s'entend, là, mais... Suggérer fortement. Tu peux imposer un mood, dans un sens de ta game, tu veux que ça soit toujours, mettons, dark, tu peux l'imposer un peu, c'est le ton que tu veux donner. Mais le reste, les décisions, ça, moi, j'aime mieux dealer avec ce que les joueurs font que leur imposer des chemins, là. Si tu veux vraiment faire quelque chose de linéaire, jouer un jeu vidéo, là. Ouais, c'est ça. Puis aussi, si vous jouez assez souvent, à un moment donné, l'univers peut devenir juste assez riche que pour vrai, là, comme DM, là, t'arrives pas préparé, là, puis les joueurs vont trouver la quest parce qu'ils ont déjà des pistes, ils ont déjà ils ont le méchant principal qui savent qu'il faut qu'ils se rendent éventuellement à le péter, fait qu'ils vont faire de la recherche là-dessus. Tu sais, j'ai vraiment eu des très bonnes games qui étaient mes games, que c'était des games zéro préparés, là. Genre, on a tout décidé qu'on était libre à soir, j'avais pas le temps, puis on arrive, puis finalement, on a une quest qui nourrit vraiment l'histoire, mais c'est les joueurs qui l'ont qui étaient convaincus en fait que je l'avais planifié cette quest là, mais pas du tout. J'ai juste laissé des prémices à gauche à droite dans chacune des games. Puis parce qu'en tant que DM, tu sais où est-ce que tu t'en vas là, t'as une idée de tout genre les points focaux de ton histoire, puis ça devient facile de sortir de la merde. Je vais les amener subtilement vers cette affaire là, puis à la prochaine game on va l'exploiter quand je vais avoir tous mes chiffres, toutes mes feuilles, puis toutes mes easy breezy comme ça là. Mais vos meilleurs games que vous avez eu, c'était-tu causé à cause que c'était des excellents joueurs ou c'est parce que c'est un excellent DM ou c'est un mélange des deux? C'est sûr que ça doit être souvent un mélange des deux, là. J'essaie de trouver quelque chose à dire. C'est une bonne question, ça. Ma game, je sais même pas c'est quoi ma game préférée, en fait. T'as des meilleurs souvenirs. Je pense avec tous moi puis gros Jesse en Jesse. La game de tous les animaux garous qu'on avait joué, qu'on voulait jouer à Werewolf the Apocalypse, mais pas vraiment. Fait qu'il a fait une espèce de game où c'est tous les animaux garous dans un même univers, des crocodiles garous, des flamants roses garous, des chauves-souris garous, des... Je les connais pas mal toutes, là, mais... Puis mon Dieu, je pense que c'est la première game de Donjons & Dragons, de jeu de rôle que j'ai eu depuis un 4-5 ans. Puis ça a été une libération parce que j'avais juste joué avec des joueurs so-so ou des DM qui assumaient pas, puis c'était weird. Puis là je suis tombé sur le combo excellent DM qui connaît toute sa shit, qui est capable d'improviser sur il est bon Jesse là, c'est bon Dungeon Master, très très fort GM là, je n'ai pas vu d'autres comme avec d'autres humoristes qui peuvent se revirer sur un dissent puis qui sont des excellents improvisateurs là. C'était le fun la game de Ferra. Ouais, c'était le fun. Les humoristes, j'imagine, ça doit être des excellents joueurs de... Pas toutes. Ça dépend. Je veux dire, ça donne une bonne base, je pense, de... Oui, mais ça dépend à quel point, t'as envie pis t'es willing de t'abandonner au jeu. Puis des fois, il y en a qui ont une petite gêne qui sont inconfortables à laisser aller leur barrière de sécurité d'individu qui fait de la scène. Ah, puis il y a aussi tu sais, un peu comme, mettons, autant dans ta team de donjon, tu veux un bard, tu veux un mercenaire, tu veux un ranger, tu veux un prêtre, de la même façon, dans ton groupe de joueurs, tu veux pas juste la même énergie 5 fois. Fait qu'avec 5, mais tu sais, encore là, ça dépend des humoristes, mais tu pourrais vraiment avoir un mauvais match où c'est 5 fois la même personne, entre guillemets, qui joue pour la même affaire sur, mettons, puncher ou avoir l'attention, ou tu sais, ça prend un équilibre de, ok, toi, t'es le gars qui est drôle pis qui brise le 4e mur pendant que elle apprend les notes pour la storyline pendant que... Fait que tu sais, il y a aussi une synergie de groupe qui est importante, là. Mais je pense que c'est une question aussi d'avoir... Tu sais, jouer avec des chums, avoir un sens de l'humour communicant, puis qu'on se fasse rire avec les mêmes affaires, avoir des univers qui se complètent, puis voilà, ça donne... On en revient inévitablement à jouer avec des bonhommes dans la cour de récréation. Ouais. C'est ni plus ni moins que ça à l'âge adulte. Quand tu disais avec des bonhommes, je pensais que tu disais... C'est
ça dans World of Darkness? Oui, en fait, c'est une espèce de puis il y a comme développer une branche de l'univers de World of Darkness à partir de connaissances éparses des différentes parce que c'est fascinant World of Darkness. Mais tu sais des comme tu disais des War Crocodile, les requins en fond. Ben non, les requins c'est les requins garous. Ouais, c'est les mocolés qui sont les les mocolés. Ouais, j'ai connais pas. J'étais le dernier des rois mocolés. Le dernier des grands rois dinosaures. Ouais. Ah, nice. Toi, c'était quoi ton personnage? Moi j'étais Rupert Steiner. C'était le méchant. Un détective privé autrichien qui était également une chauve-souris garou. Ah, ok, ceux qui ont presque tous disparu, là. Oui, exactement. Ouais. J'étais le dernier, je pense. En fait, j'étais même pas une vraie chauve-souris garou, j'étais comme le fils du grand esprit aztèque chauve-souris, puis sous les traits d'un détective autrichien blond qui se balade dans une New Beetle avec Rock Me Amadeus dans le tapis. Toutes les fois que mon bonhomme se déplace d'un point A à un point B, je mettais sur mon cellulaire Amadeus! Là, ça a été probablement mon plus gros coït interrompu. On a arrêté la game, puis ça faisait, je sais pas, plusieurs games que j'avais commencé un petit peu à jouer avec Jesse puis d'autres joueurs avant que d'autres joueurs drop, puis finalement Charles arrive. Puis Charles est vraiment arrivé comme un méchant dans le game. Puis là, il foutait la merde. Moi, j'étais le maire d'une petite ville où est-ce que dans le fond on était une espèce mon Dieu, pas de caerne là, mais c'était genre un safe space pour les changeurs de forme. Oui, c'est exactement ce que c'était. Ouais. Puis là, il y avait une explosion de changeurs de forme qui allait mener à la fameuse apocalypse éventuellement. Fait que, de plus en plus d'individus se transforment en animaux garous, puis là faut tout couvrir ça, puis les ramener dans l'espèce de cercle des animaux garous du village. Ouais, c'est ça. Puis là, Charles jouait le méchant. Puis tu sais, il avait commencé à foutre la merde là, genre il avait mis du worm, non du worm dans le bois bleu. Il avait genre tué, je pense pas le gars du magasin général, là, peu importe. Puis moi, ça faisait longtemps puis j'étais aussi avec Annie-Claude que on amassait des indices sur le gars pour éventuellement le buster puis le tuer in-game ou essayer de le tuer in-game ou tu sais voir mais comme tu sais que c'était Charles in-game ou ben hors-game oui c'est sûr là mais in-game sais-tu que c'est lui ou si in-game tu savais que c'était Charles le méchant. Oui, non, ben dans le sens où dès qu'il était, évidemment grâce à ce bon vieux metagaming, genre je le voyais faire des affaires méchantes, mais non, même mais tu nous autres, c'était pas lui. Là, ouais, non, c'est ça. En tous et moi, en fait, c'est devenu Death Note pendant un très long moment. Genre là, j'y courais un peu après parce que genre on savait qu'il y avait du fuck, on savait que c'était un des, tu sais, ça a commencé quand lui est arrivé. Il y a une couple de reprises où il a fait des affaires tripantes, genre se transformer en grosse crise de chauve-souris puis terrifier les gens. Fait que c'était quand même, c'était plausible. Puis là on amassait c'est ça, c'était vraiment ça là, genre on jouait à Death Note là. Moi pendant ce temps-là l'objectif c'était de te underminer en acquérant le plus de disciples possible dans la communauté des animaux garous. Renverser ou quelque chose comme ça. Mais en l'appuyant quand même ouvertement. Fait que c'est lui le best. Ouais, exactement. Puis après toutes ces games là, à 2-3 reprises, il est arrivé des affaires que on avait mis le doigt dessus puis on a notre preuve. Puis là on avait amassé 4 indices puis 3 preuves béton que c'était lui qui foutait la merde depuis le tout début. Puis là, on était prêt à genre le confronter là-dessus, puis ça allait être la prochaine game et on ne l'a jamais joué. Est-ce que tu sais c'est quoi la dernière game qu'on a joué? La dernière game qu'on a joué, il y avait l'apocalypse avait d'arriver et on a eu une attaque massive de chasseurs de loups-garous du Task Force Valkyrie, des dudes en SWAT team avec des guns à balles d'argent qui assiègent le village, puis il y avait un technomage avec eux qui a splitté la réalité en 3. Oui, puis là on a joué 3 fois de suite la même game. Ouais. Avec des conséquences différentes. Une où tout se fait assassiner, une où c'est moi qui meurs stupidement, puis une genre entre les deux où je me souviens plus trop. Je pense que je m'étais transformé en dragon pour amener l'ennemi dans l'espace, puis là genre j'étais en train de retomber inconscient vers la terre. Oui, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai fondu sur toi pour essayer de te tuer pendant que tu droppais pour que tu t'écrases dans l'eau et que tu sois moi le seul survivant de cette affaire-là. Et on ne sera, il y a une game où c'est lui qui a gagné, une game c'est moi qui a gagné, puis une game où on a perdu tous les deux. C'était les méchants qui avaient, les autres méchants qui avaient juste gagné la patente, puis on ne saura jamais
Genre, on a splitté la temporalité en 3 et l'histoire s'est arrêtée à ce moment-là. Je veux pas finir ça d'un bord ou de l'autre, je vais finir ça sur tous les bords. Mais on savait pas que ça allait finir. Non, ça, on avait dans l'ambition de continuer de jouer, là, tu sais. Fait que, ouais, mais vous auriez divisé après ça les 3 games comment? Ouais, on joue les 3 timelines, on joue les 3. Ce qui est en train de me dire, c'est qu'il allait choisir, une des timelines comme étant la vraie. Puis il allait falloir assumer les conséquences. Les autres, c'est quoi? C'est comme une illusion un peu? Je pense que c'est une des timelines a finalement prévalu sur toutes les autres, ou finalement on joue juste une des timelines puis les deux autres existent simultanément de façon parallèle. Ouais. Ben moi j'étais fâché cette fois-là parce que quand on a repris la game la 3e fois, on s'en venait tous éméchés, on était tous on avait fumé, on avait bu, puis le Game Master aussi. Puis quand en fin de game, Jesse est tanné, comme il se met à skipper des affaires parce que là, il est chaud, là il a faim, là il veut manger. fait que la 3e a vraiment été garochée, puis j'étais comme pour de quoi d'aussi important que le peut-être dénouement de tout ça, genre on se doit de jouer de la bonne façon en étant en tête ses règles, puis juste non, lance tes dés, puis c'était juste n'importe quoi. Tu vas pas réussi, bon, t'es peut-être mort, puis on se revoit la semaine prochaine, et nous ne nous sommes jamais revus. Mais c'est pourquoi que ça avait pas continué au jeu? C'est-tu ton conflit d'horaire ou? Non, je pense que c'est genre marde générale de vie, là, genre comme une game de donjon s'éteint. Puis après 2 mois, quand t'as pas joué à un jeu, d'habitude tu fais ouais, c'est mort. Ouais, pis tu sais, souvent là t'as des affaires genre là il repart un autre game à côté, fait que là il y a des joueurs qui veulent plus jouer à celle-là. On va jouer les 2 games simultanément, on va jamais jouer les 2 games simultanément. Ça impossible. Mais tu sais, moi j'ai beaucoup joué à l'adolescence à des jeux de rôle, puis je me dis c'est que genre d'être adulte, on va pouvoir jouer tout le temps quand on veut. Non. J'étais naïf. C'est tellement de la merde. La meilleure façon, là, du moins, pour avoir joué une couple de games de jeux de rôle et des humoristes, la meilleure façon de s'arranger, nous autres, c'est le brunch. C'est de faire un brunch au milieu de la semaine, genre mercredi de 10h à 3h de l'après-midi. Un petit 4 heures rapido presto, on en a suffisamment, puis après ça c'est parce que tout le monde travaille le soir, tout le monde est en show, tout le monde c'est le bordel, fait que c'est la meilleure façon de s'arranger. Puis ça permet de boire très tôt. Mimosa pour tout le monde. C'est une excuse pour boire en groupe de bonheur. Parce que boire de bonheur, tu peux le faire tout seul, mais c'est comme c'est une excuse à peine voilée. Tu vois là, une des games de jeux de rôle là, puis elle est en cours présentement là, puis c'est une que j'ai eu le plus de fun à vie. C'est Game of Thrones, le jeu de rôle. Lequel? Parce qu'ils en ont fait un qui est des 20 puis là l'autre qui est vraiment cool. L'autre c'est nous autres on joue des 6. Ok, des 6. Ouais, je savais pas c'est quelle édition. Mais ça s'appelle-tu A Song of Fire and Ice? Ouais. Ok, c'est vraiment le meilleur système là, pour ça. Là. Tu peux mourir vrai, là, comme ça. Oui, là. oui, c'est cool. Ultra challengeant. Là, puis le niveau de difficulté stock du jeu, tu sais, n'importe quelle conversation tombe rapidement en intrigue. Puis là, tu lances des dés. Puis là, ça dépend de ton statut, ça dépend de, évidemment, tous tes points que tu t'es mis en persuasion, là, tes spécialités. Puis il est très proche de. On a vraiment l'impression qu'on joue à Game of Thrones. Là, puis de par la façon que la plateforme est bâtie, ça facilite vraiment cette atmosphère-là, mais aussi le Game Master a pas le choix d'écrire beaucoup plus que n'importe quel autre jeu de rôle qui se jazz beaucoup mieux. Parce que c'est un univers préétabli. Tu veux pas t'as plus de travail, c'est pas juste comme Donjon Dragon où tu fais ta propre patente avec l'information qui t'est donnée. Là, faut que tu t'informes de A à Z sur tout. Oui, tu peux, mais faire un what if tout le temps, tu sais, une histoire ça a pas été mort puis tant qu'à faire là, tant qu'à jouer dans l'univers là, j'aime bien que le respect aussi, c'est sûr. On joue un peu avant la première saison, on joue genre dans les 2 ans, on est comme le prequel dans le fond. Ah, ok, nice. Puis sauf que il est arrivé 2-3 affaires où on a changé l'histoire définitivement. Puis là, notre Game Master à un moment donné nous a annoncé que elle, son plan c'était que ça finit genre probablement on meurt tous et là le premier épisode de Game of Thrones commence. Je pense qu'elle avait construit de même. Sauf que là à un moment donné elle nous est arrivée, elle fait ok, officiellement maintenant on joue dans une réalité parallèle parce que vous avez influencé l'histoire. Puis il y a des tu sais comme là mettons genre je vais probablement essayer de marier Asha Greyjoy
Greyjoy pour sauver le royaume des Iron Islands de son oncle Euron. Tu sais, ça comme ça a crissement aucun tu me dis à quel point il faut que t'aies lu les crises de livres pour être capable de comprendre ce move-là. Mais genre c'est mettons celle qui nous Game Master a lu les livres en masse, puis aussi genre tout le lore qui est disponible sur internet, tout ça là, elle te les a traversés là, puis je pense aussi c'est que c'est une Game Master qui est tellement rigoureuse puis est tellement tête ses affaires que ça donne une partie extraordinaire là. Puis Dieu sait que j'aime le game mastering un peu lousse là, mais elle dans ce cadre là, elle nous fait vraiment vivre une expérience. Pour que tu tripes autant comme le jeu ou comme je disais plus l'émission les livres, il faut qu'il y ait quelqu'un de tête pour ça. C'est comme mettons une game de Star Wars là, c'est le fun aussi, mais j'en ai déjà fait une qui était très tête pour les timelines puis qu'est-ce qui peut arriver, puis j'ai capoté. C'est le fun l'univers de Star Wars pour ça, c'est génial ça. Ouais. Tu te sentais vraiment je fais partie d'une histoire de Star Wars là. Ouais. Puis là c'est le fun parce que c'est super effervescent parce que on n'a jamais été confronté à une époque où nous était fourni autant de matériel canon de Star Wars. C'est complètement fou, ça va révolutionner toute cette patente-là. C'est une époque là où on avait juste 3 films avec des décors relativement restreints pour imaginer un univers au complet. Là, t'as des séries, t'as des films, t'as des livres, c'est pour le Expanded Universe qui était quelque chose de très très flou avant que Disney achète la franchise, est devenu quelque chose d'excessivement concret puis hors de nulle part, puis je pense qu'il y avait un paquet de personnes qui espéraient plus de Star Wars. Ben, à vrai dire, même à l'époque, l'Expanded Universe, t'as lu beaucoup de romans, mais c'est pas tout le monde qui lit les romans. Je les aime pas. J'aime pas ce qu'ils font à cet univers-là dans l'Expanded. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris ce qui était dans la majeure partie des cas. Là, ou avant? Le vieux Expanded Universe. Moi, je te dirais là, que c'est overrated, parce que le monde, il chialait quand Disney a dit que ça existait plus. Puis pour elle, là, il y en a 5 sur 40 que j'ai lu que j'ai fait sont très bons. Les autres, c'était les petites affaires que l'empereur revient avec 5 clones de lui-même. Palpatine, peux-tu juste être détruit au moment super glorieux que The Return of the Jedi qui était fait pour détruire Palpatine? On est plutôt obligé parce que c'est ça, c'est que les gens qui écrivent ça n'ont aucune hostie d'imagination, puis ils font juste recycler constamment des affaires que t'as déjà vues dans Star Wars. T'as besoin d'un animal random. Mais quel animal de Star Wars avons-nous? Nous avons vu le Banta dans épisode 4. Là, la première affaire que tu sais, c'est qu'il y a des Banta partout. Puis toutes les affaires à base d'un animal, le lait, c'est du lait de Banta. La fourrure, c'est toute la fourrure de Banta. Puis ça n'a aucune... Ouais, je comprends. Par exemple, Shadow of the Empire, c'est l'excellent exception qui confirme la fucking règle. Asti que c'est bon, Shadow. Ça, j'ai l'impression que c'est la seule personne qui, à travers tout ça, a compris l'essence de ce qu'était Star Wars. Et ça se passe entre les deux, ça se passe pendant le... Ça a failli être un film en plus, parce que il voulait faire quelque chose avec ça, parce qu'il y a eu un jeu, un comics plus un roman, puis il était supposé de faire un film. C'est un gros projet intermédiaire au début des années 90 où là, Star Wars a besoin de repopulariser un petit peu la franchise. On va faire un épisode secret entre guillemets entre Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Okay. Et ça donne que c'est le meilleur moment Expanded Universe de Star Wars qui, à mon humble avis, là, qui n'a jamais été créé. En même temps, c'est là que tu vois comment Luke crée son lightsaber. Tu sais, il arrive avec un verre dans le Return of the Jedi, mais t'as pas d'informations, puis là tu vois comment il l'a fait. Les aventures de Darth Vader en solo, c'est comme explorer le psyché de Darth Vader. Ouais, j'avoue que ça les BD là qui ils sont vraiment le fun. En ce moment là, avec son espèce de robot genre torture, genre batshit crazy là, genre j'adore ça. Là. Parce que en ce moment, je pense que c'est Darth Vader numéro 13 de Marvel qui est en route en ce moment. Il y a une scène où Anakin revit les moments dans sa tête quand que Obi-Wan il coupe les morceaux sur Mustafar là. Ben là c'est lui qui le tue en Darth Vader. Puis tu sais il imagine ça dans sa tête, c'est vraiment cool parce que tu vois comment que lui il vivrait les choses s'il pourrait le refaire. Et c'est tellement un personnage, c'est ça qui en tout cas j'ai l'impression que c'est un personnage qui a été exploité de façon très très maladroite dans l'ancienne Expanded Universe parce que je sais pas, les gens n'avaient pas d'imagination, savaient pas quoi faire avec lui. C'est un méchant, voilà, c'est ça, man. Il est là pour être une grosse. Et là on dirait qu'on se penche plus justement maintenant qu'il y a eu les abominables prequels. Il y a cette idée-là, je pense, de redonner ses lettres de noblesse à l'entité qui est Darth Vader, puis à étoffer sa psychologie. Avec la fin de Rogue One, là, ils ont redonné... Combien, 2-3 minutes de Darth Vader, that's it? C'est parfait. 90 secondes, là. Il est incroyable à chaque seconde. Ouais, t'as peur pour les gens. Moi, la première fois que j'ai vu la scène, tu sais, à Star, je l'écoute juste parce que je tripe sur Darth Vader, mais la première fois que je l'ai vu, là, j'étais comme, ils vont pas s'en sortir, c'est sûr. Ah ouais. Ben, tu sais que le message va se rendre, mais tu fais comme, ils vont pas s'en sortir parce que... Première
l'apparition de Vader dans Rogue One avec la grosse porte qui s'ouvre puis il arrive avec dans une le espèce château de nuage qui est l'affaire la plus métal que 2013 a connu. Structure monolithique, froide dans un océan de lave et d'absence de vie. Ça met une place qui... Ça, c'est Disney qui l'a rapporté parce qu'à l'époque, Darth Vader, son château était pas cette place-là. Mais c'est cool que son château, il est mis où c'est qu'il est devenu Darth Vader. Il est constamment en train de contempler le lieu de sa mort / sa renaissance. Ouais, c'est malade. Et aussi, c'est la seule planète dans Rogue One qui l'identifie pas parce que dans Rogue One, il met tout le temps les noms de planètes. Puis celle-là, il l'identifie pas comme volontairement puis c'est parce que c'est genre, real recognize real, là, genre, comme tu sais, tu le sais. Vous savez où est-ce qu'on est. Vous avez vu cette planète. Là, vous savez ce qui va se passer. Ce château ressemble étrangement à Darth Vader, vous ne trouvez pas? Mais tu sais, juste la couleur de son sable laser était parfaite. Il y avait l'espèce de masque légèrement asymétrique des premiers films. La cape par-dessus le plastron. Tous les détails du premier costume qui est un petit peu broche à foin parce que c'est la première fois qu'il montait Darth Vader. Puis on va l'arranger de même, ça va être ça. C'est la façon qu'il le design et pas pas naturel pour Darth Vader. C'est très Darth Vader, mais il est fluide puis il est rapide, sauf que il se bat pas genre à mettons les combats de sable laser dans les prequels où est-ce que c'est un peu plus de l'acrobatique qu'autre chose. Non, il est dans la précision puis la force d'impact. Ouais. Puis Darth Vader a toujours été ça en plus. Ben oui. Puis on le voit dans, mettons, si vous regardez la scène au ralenti plusieurs fois, frame par frame. c'est un esti de malade mental. Genre, juste dans la façon qu'il, tu sais, mettons, il désarme les soldats, puis après ça, il fait juste comme les couper, juste dans la façon qu'il déplace son épaule. On sent une espèce de rage, de comme, qu'est mon calice. Fait il est pas juste froid et calculateur, il est précis, mais il est en colère aussi, puis, alors qu'il y a pas besoin de l'être du tout, tu sais. Fait que toute cette scène-là est genre un petit bijou. Est-ce qu'ils ont vraiment fait, tiens, voici le méchant, là, que genre vous savez qu'il est badass, le voici en train d'être vraiment badass. C'est l'aspect machine de Darth Vader qui est son le détail le plus terrible. En fait, excusez-moi. Le détail le officiellement monstrueux chez lui, ce qui en fait une espèce de Frankenstein des temps modernes, parce que à mon avis, Darth Vader est un des grands monstres d'horreur du Panthéon avec Dracula, Frankenstein et compagnie. Là. C'est le fait que c'est une machine. Il est déshumanisé au point de devenir une espèce de concept il devient la mort en fait, il devient l'incarnation même du Grim Reaper là, son masque c'est un fucking squelette là, et c'est ça qui est légendaire, intriguant puis qui fait toute la force de ce monstre là, je pense. C'est juste juste avant qu'on voit Darth Vader pis son vaisseau, quand t'as Grand Moff Tarkin qui fait genre Lord Vader will take care of the fleet. Vader va s'occuper de la flotte. Quelques secondes supplémentaires de Darth Vader. Oh là là. Puis là, on voit son vaisseau se rendre vers je pense c'est pas Home One là, c'est un peu le sinon du vaisseau rebelle là. Puis là, j'étais comme, oh mon dieu, nice, il monte son vaisseau, puis là, ils vont sous-entendre qu'il a pété tout le monde, puis tout. Puis là, tu sais, il allume son sable laser, puis j'étais comme, oh mon dieu, le générique va partir, puis il nous l'aura montré une dernière fois. Et n'essaye jamais de raconter cette scène-là à quelqu'un, parce que la seule chose qui va arriver, c'est que tu vas avoir l'air du plus gros nerd existant sur la surface. J'ai essayé d'en parler, mais moi, ma blonde me fait complètement chier, parce qu'elle trouve que Darth Vader a l'air d'un gars qui porte un déguisement d'Halloween, puis elle me le mentionne, parce que son design est rétro, là, puis il y a une poubelle sur la tête, puis c'est un cauchemar. Ce qui me fait chier, elle assassine Darth Vader à chaque seconde à l'écran. T'imagines juste un épée qui a une poubelle sur la tête qui swing genre... Mais oui, il est rétro, tu sais, veut pas, ça fait partie du charme. Puis là, j'essayais de la convaincre, je revenais de Rogue One, je dis, ah non, puis là, à la fin, là, juste l'épée, là, qui se... Je ne suis aucunement en train d'aider Darth Vader. Je suis en train d'anéantir la majesté de ce personnage. Ben justement, au lieu de voir des films comme les séries qu'ils vont faire sur Han Solo, puis il me semble que ça aurait été cool d'en voir une sur Darth Vader, justement. Non, c'est parce qu'il y a des préquels pour ça. Hein? Même s'ils vont pas l'en faire, mais il y a déjà quelqu'un qui m'avait dit ça, pourquoi ils refont pas un film sur Darth Vader comme ils ont fait Rogue One? Les préquels sont là pour ça, même si c'est pas génial, ça a déjà été fait. Moi, je pense que faut pas non plus trop le réhumaniser, parce qu'on perd du monstre si on fait ça.
Moi, j'aime l'idée que chacune de ses présences est importante parce qu'on le voit pas nécessairement tant que ça, tu sais. Fait que peut-être qu'un film le rendrait moins spécial, mais en même temps, je prendrais quand même un petit film genre de 1h45, où est-ce que Darth Vader genre poursuit des gens là et comme puis on rentre un peu dans son univers, qu'on découvre peut-être justement sa gang de bounty hunter genre pas clair méchant qui rassemble dans les BD là dans les BD de Marvel là, tu sais. Genre, je serais vraiment pas contre, mais j'ai pas l'idée qu'il existe plus dans notre imaginaire collectif que concrètement à l'écran. Cette BD est géniale aussi, parce que il y a beaucoup de monde qui critiquait genre, c'est pour ça que la technologie qu'on a, pourquoi il est aussi slow que ça, pis Palpatine, il a créé son armure pour que ça soit plus slow, pour pas qu'il overthrow. Attends, wow. Minute, mon chum. Ça, c'est du Expanded Universe qui a été officiellement rayé. Non, parce que c'est refait des comics, là, de Marvel en ce moment. Pour vrai? Ouais. Mais attends, mais il s'en rend compte, par exemple. De ce que j'ai lu dans les comics de Marvel, c'est que c'était Vader qui designait son propre suit. Oui, il design, mais il y a quand même des bouts de technologie que c'est pas lui qui a fait lui-même, donc ça a été comme un peu... ils ont mis ça dans le canon. Ouais, c'est long, le canon. Il y a une couple d'affaires là-dedans. Dans le fond, s'en rend compte. Puis il a fait, t'as passé le test. C'était comme un peu un test. Puis vu que ça en est rendu compte, ça a été comme arrangé, là, mais... Ok, ça se peut. J'avais entendu dire, mettons, que l'habit lui faisait volontairement mal, genre régulièrement, il allait juste souffrir à l'intérieur de cet habit-là pour... Ça, c'est du Expanded Universe. Ouais, ça, pour craquer de la force. Puis l'autre affaire, c'était que son suit, mettons, s'il a besoin d'aller dans les espèces de tanks, là, comme on le voit dans Rogue One, puis tout ça, parce que c'est la façon que l'empereur garde un peu son contrôle sur lui, c'est que il est pas 100% indépendant son suit, puis il est pas 100% indépendant même mettons il peut pas tout réparer lui-même. Fait que c'est la façon que l'empereur s'assure de... C'est un peu en même temps logique parce que sinon il aurait déjà virtual. Ouais, effectivement, j'imagine. Mais la version, parce que la version dont il avait monté dans l'ancienne Expanded Universe, c'était ridicule. Le Vader, c'était il était constamment en train de souffrir puis de bad tripper parce qu'ils ont essayé d'expliquer tous les détails rétro random qui ont été designés par un styliste des années 70 sur le costume de Darth Vader. Fait que là, il essaie d'expliquer genre les lumières. Les lumières du costume de Darth Vader s'allument de façon aléatoire afin de le rendre inconfortable et le faire virer fou. Je dis, mais pourquoi? Non. Quel genre d'esprit? Dans cette version-là, le costume de Darth Vader, il y a une alarme qui part dans son casque que seul lui peut entendre à des moments complètement aléatoires. Fait que juste pour le faire chier et le rendre un peu plus cinglé. Darth Vader en a suffisamment. Là, dans le comic, c'est pas là, c'était juste il est un peu moins rapide qu'il se posait l'être, c'est tout, là. C'est juste pour le rendre un peu inconfortable, mais pas au point de genre, il y a les lumières pis l'alarme, ils ont pas fait ça, mais même là, c'est qu'on essaye d'excuser le fait que dans les années 70, quand ils ont shoté le film, là, il était lent en est, le combat, pis là, on est comme, ouais, mais tu sais, c'est parce que dans le fond, pis là, tu sais, il y avait des théories que c'est parce que les deux sont présentement en train de se contrôler à travers la force pour ralentir l'autre. Non, c'est deux vieils hommes qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Ils se sont fait donner des épées. À ce moment-là, ils se sont fait dire, ils sont très lourdes, vos épées. Deux acteurs de la fin des années 70. Un est très vieux avec une épée très lourde. L'autre est confiné dans un costume en forme de cercueil. Mais bien sûr qu'ils vont pas faire des backflips. En plus, en tout cas, mais non, c'est ça. Ok, juste une petite affaire. Est-ce que vous avez revu la scène d'introduction de Obi-Wan Kenobi dans le 4, dans le fond, la première fois où on le voit récemment? Genre, c'est avec Saratoga, quand il enlève son capuchon, puis qu'il vient les sauver des hommes des sables. Puis exactement, puis il fait puis là c'est vraiment, puis là c'est comme Général Kenobi, ce grand homme qui a genre raisé comme les Jedi, puis qui est celui qui, puis souvent dans ce moment-là, puis c'est tellement, tu vois tellement à quel point il pensait pas à la portée de ce qu'il était en train de créer quand ils l'ont fait. Tu fais non, t'aurais jamais fait l'introduction de ce bonhomme. Ben là, que je dis ça, puis on a vu Luke Skywalker boire du lait de gros bonhomme CGI. Bon, n'en parlons plus, mais ouais, c'est ça, il y a vraiment comme tu remarques l'innocence avec laquelle, mais pas l'innocence, mais tu sais, comme c'est un gars bon. C'est le premier Star Wars. Je sais pas que ça va marcher, fait que non, c'était un gros pas borderline série. Mais ça me fait penser au même titre que les jouets qui étaient venus avec Star Wars. Parce qu'il y avait un documentaire sur Netflix là-dessus de Toys That Made Us. Je sais pas si vous l'avez écouté. Non, j'ai pas vu. Mais tu sais justement que toutes les grosses compagnies n'avaient pas confiance non plus en ce film-là, puis qu'il y a personne qui voulait produire les jouets de Star Wars, parce qu'en plus qu'à l'époque
d'habitude, tu faisais ça pour les séries télé parce que la série télé, tu le vois chez vous, là, t'as comme de la pub constamment, puis en tout cas, mais il y a aucune compagnie qui a fait confiance à ce projet-là. Kenner. Sauf Kenner, qui est une petite compagnie qui commence à l'époque. Qui commençait, qu'eux ont fait comme, ben, ok, on s'essaye, tu sais, puis... Surtout des jouets avant que le film sorte, des produits. À cette époque-là, ça se faisait pas. C'est une façon de rembourser tes frais de prod pendant que ton film est en train de se faire shotter. Tu sais, ils vendaient les sables laser de Kylo Ren parce qu'on les avait vus dans la pub. Le film était pas fini de shotter puis il était déjà en train d'encaisser des millions. Puis t'avais déjà des toutous de porg puis... oui, tout à fait, là. Mais oui, mais ils étaient pas certains que ça allait être un succès à la base. Fait que l'objectif, c'était de faire le plus de cash possible en vendant un maximum de shit. Puis justement, ce qui permet dans le documentaire de comprendre à quel point ils ont été chanceux, Kenner, le contrat qu'ils ont eu avec ça, qui était ridicule, là, qui ont quasiment tous les profits. Puis après ça, c'est George Lucas qui en a profité pour s'en mettre plein les poches, là, aussi. 3,5 milliards, je pense, qui vendent ça à Disney. Non, c'est rendu là, comme 10 milliards, 1 milliard, comme ça. 3,5 milliards. C'est fou, là. Ouais, c'est rendu ça. Non, mais t'imagines-tu moi, genre, j'imagine juste la transaction bancaire. Depuis, là, tu sais, je veux dire, ils savaient la valeur du Star Wars. Au monde, comment ça valait. Oui, c'est gros, là, 3 milliards, on s'entend, là, mais je veux dire, ils savaient que c'était ce prix-là qu'il fallait que on fait au moins 1 milliard par film, puis on compte en faire 12, 15, là, probablement jusqu'à ce que tout le monde meure sur la Terre, il va y avoir des Star Wars puis des Star Wars. Moi, c'est le 1 par année. J'ai hâte de voir. Ben, moi, c'est le 1 par année. Je suis comme, t'es obligé d'en faire un par année? Parce que, maintenant, ils ont le doigt pris dans le piège à doigt chinois, là. Marvel, ils sortent combien de films de super-héros par année? Attends, un instant, Marvel, c'est ça, là. Je me demande combien de temps encore ça va durer, la frénésie des super-héros Marvel. C'est déjà en train de s'épuiser. Mais moi, j'étais un gros fan, puis... attendez, là, ça s'épuise. Le dernier film qui est sorti, c'est Black Panther. Comme, on parle il a battu des records. Puis c'est sûr, il y a la portée de toute la notion afro-américaine qui vient jouer gros là-dedans. Mais c'est quand même, tu sais, comme, mais après Infinity War, c'est sûr qu'ils switchent à complètement autre chose. Là, les gros contrats avec les acteurs avec lesquels ils ont buildé l'univers vont être terminés, genre, tu sais, des Robert Downey Jr. C'est ça qui va se passer finalement. C'est ça, je me posais la question. Ça va être la nouvelle génération qui va arriver, mais là, celle-là, les films vont coûter vraiment moins cher, puis la prod va être différente. Fait que ça se pourrait vraiment que mettons, ils vont aller au bout, mettons, de ce qu'ils ont buildé là. Ils vont avec closer, Infinity War, finalement. Ils vont closer ce chapitre-là. Puis là, par la suite, ce serait la nouvelle génération qui serait à peu près, peut-être, je sais pas, 50 millions de moins par film. Fait qu'ils sont encore capables, d'après moi, de le faire faire un bout, là. Mais je dis ça. Ils ont déjà prévu jusqu'en 2022. Tu sais, il y a déjà des dates de prévues de sortie jusqu'en 2022. Tu sais, on est en 2018. Mais c'est pas si loin, ça. Non, à l'époque, c'était pas comme ça, là. Non, évidemment. Ça a de la loin, parce que là, ça switch. On est à l'empire des grosses franchises cinématographiques, là. C'est juste ça, le modèle que les gens essaient et pendant ce temps-là, c'est pauvre d'ici. Oh, mon Dieu. Oh, les pauvres. En comics, puis leurs séries d'animation sont excellentes. Les animations sont super bonnes, les comics sont bons, t'arrives au cinéma. Le Cinematic Universe, ils se sont enfergés dans le tapis sur celle-là. Je l'ai défendu tellement. Moi, jusqu'à Batman vs Superman, là, j'étais encore derrière eux autres, là, pis j'étais comme, non, Martha, c'est pas si pire que ça, pis tout. Pis c'est pas si pire que ça, pis tu sais, j'étais comme, il y a des bons moments, pis Batfleck, il est bon, pis tu sais, je les défendais. Là, mais là, il me donne plus rien, là, il me donne vraiment plus rien pour les DG. Suicide Squad, ça-tu été assez l'équivalent de se faire couper le pénis sur la planche? Man of Steel, j'étais, ils ont bâti quelque chose, ils bâtissent l'univers tranquillement, le prochain va être excellent. Là, le ton, tu fais, ok, je comprends aussi qu'ils veulent aller, ça va être bon le prochain, puis après ça, tu fais, mais non, ils ne sont pas capables. C'est quand même James Wan qui va faire Aquaman, pis ça a l'air cool, mais... Ben oui, puis je veux dire, tu sais, tout ça n'est pas qu'un échec à 100%, mais genre forcé d'admettre qu'ils sont tout le temps à côté de la cible. Tu sais, mettons, tout le monde est comme, hey, on est tanné que nos super-héros finissent par se battre par une armée de bonhommes en CGI dont on se calisse. Puis là, hey, Justice League, c'est-tu comment qu'on va te finir ça? Une armée de bonhommes en CGI duquel on se calisse encore plus que les précédents. Ouais, parce que on peut plus pas s'en crisser. Oui, Infinity War, il va avoir ça, l'armée. Mais tu sais, ils ont buildé ça sur 15-20 films. À un moment donné, on sait que ça s'en allait là. On s'en calisse déjà un peu moins. Mais attends, mais Infinity War, c'est de la pornographie à ce stade-ci. C'est nul autre. Regardez les nerds, tous vos bonhommes. Je m'attends à rien de moins que ça, là. Pis les combats entre, pis déjà, en même temps, je suis le méchant, le Thanos, là. Genre, tu sais, son CGI, on voit quand même, tu sais, ses expressions sont raffinées. On est ailleurs, là. Fait que genre, je pense Aviez-vous toujours rêvé de voir Tony Stark
Stark et le raton laveur, ouais! Ouais, ben oui, c'est ça, là. Puis genre, ben oui, Black Panther, give this man a shield. Voilà, il va jouer 2 secondes dans le film. J'espère que vous avez apprécié. Mais tu sais, les gars, juste dans Civil War, de voir Ant-Man, j'étais tellement content, puis je l'aime pas tant, Ant-Man, fait que c'est comme... il y aura des moments d'humour entre Thor et les gardiens de la galaxie, mais voyons! C'est sûr que ça va faire un gros nerdgasme, là. Ben oui. C'est juste ça. C'est juste ça que c'est. Fanservice-moi ça. Écoute, je leur ai donné, je sais pas combien de centaines de dollars en billets de cinéma depuis le début, là. Tu sais, gâtez-moi pour ça. Maintenant, la question, c'est à quel point Star Wars va être capable de faire la même affaire à aussi longue échelle. À quel point ça va se passer. Parce que là, j'ai l'impression qu'ils ont des problèmes, là. Juste à Han Solo, le film, que ça a l'air d'être la débâcle de toutes les estis de débâcle. J'ai pas compris ce choix-là de faire un film sur Han Solo. C'est-tu important? Mon Dieu, je pense que c'était évident. C'est le Playboy c'est le penthouse de tous les je sais pas, geeks de Star Wars. J'ai hâte de le voir quand même, mais en même temps, le choix, j'étais comme, je sais pas, tu sais, on s'entend tous que Harrison Ford, c'est Han Solo. Je te promets que ça va violer toutes les affaires que tu pensais jusqu'à maintenant de Han Solo. Moi, je sais pas pour le show, mais tu sais, comme les stand-alone movies comme ça, on dirait, j'y crois un peu plus que la saga, tu sais, mettons, tu sais, Rogue One, mettons, c'est legit mon Star Wars préféré, ex-aequo avec Empire Strike Back, là, ok? Mais, je sais pas, l'histoire qu'ils sont en train de créer, comme, tu sais, genre, j'ai hâte de voir... La nouvelle trilogie, tu veux dire? Ouais, la nouvelle trilogie, j'ai une théorie là-dessus. C'est Star Wars qui tue le passé pour partir sa propre trilogie avec l'épisode de... c'est exactement ça. C'est exactement ça, parce que je l'ai vu... C'est un soft reboot. Après le deuxième film, j'ai fait... C'est plate pour ces acteurs-là, comme Ray pis tout, parce que les autres sont là pour tuer qu'est-ce qu'on connaît, pour qu'ils repartent sur d'autres choses complètement différentes dans quelques années. C'est ça, la trilogie, tu l'écoutes, pis c'est ça que tu vois. Hey, les nerds, vous vous rappelez de ces affaires-là? C'est correct, vous êtes confortables, vous êtes reconnus dans le film, et maintenant, nous allons faire disparaître tout cela et vous emmener dans un autre... C'est exactement parce que, tu sais, même J.J. Abrams, là, tu sais, lui, il a créé quelque chose avec l'épisode 7. Pis il savait pas qu'est-ce que Rian Johnson allait faire avec l'épisode 8. Tu sais, lui, il a créé Snoke, tout ça, pis là, plac, il meurt. Moi, je m'en calisse qu'il meurt pis qu'on ait pas d'explication. Moi, je suis certain qu'il revient. Et ça se peut qu'il revienne, mais l'empereur est mort comme ça, pis y a personne qui a capoté, là, à ce moment-là, à l'époque, faire, c'était qui l'empereur? On s'en fout. Snoke, à toute fin pratique, il est complètement inimportant, là. Pis le monde disait, ils l'ont tellement build-upé. Ils l'ont pas tant build-upé. C'est nous autres qui l'ont build-upé de notre part. C'est vous autres qui avez fait des théories que finalement c'est Mace Windu, pis que c'est... C'est Internet, même, qui l'a build-up, parce que dans le film, il est pas tant build-upé, là. On le voit à peine. Pis excuse-moi, gutsy move de le tuer au milieu du... excuse-moi, spoiler alert, gutsy move de le tuer au milieu du deuxième film. C'était très intéressant. La scène de combat de Room est oui, contre la garde prétorienne, et voilà. Et c'est le seul moment de sabre au laser du film. Et c'est tout ce que ça prenait. Tu sais, il n'empêche que il y a deux affaires là-dedans. Un que je pense que ça vaut la peine de mentionner. On va dire que ça va être les dernières parce qu'on Kevin Smith appelle beaucoup de moments du 8 des fuck you JJ moments, où est-ce que le writer du 8 a vraiment appris des affaires que JJ avait installées dans le but de les utiliser quand il allait reprendre au 9, puis qu'il a juste enlevé le ton. Il fait, tu sais, la petite belle base rebelle que tu nous as présentée, là, on la verra même pas. Le film commence avec un coup de canon de l'espace qui pète ton petite belle base JJ. Tu sais, l'actrice Carrie Fisher est morte, j'ai fait survivre, fuck you JJ. Genre, arrange-toi avec ça. Vous avez dit qu'on ferait pas de CGI, arrange-toi avec ça. Fait qu'il y a beaucoup de moments de même, on dirait que le writer a comme quasiment intentionnellement voulu... Les parents mais de Ray. pour Carrie Fisher... Ben oui. Finalement, ils sont zéro important. Sauf que c'est pas confirmé non plus, fait qu'on le sait pas encore. Mais pour Carrie Fisher, par exemple, c'est parce qu'ils ont décidé, il y avait, en tout cas, moi, de ce que j'avais lu, il avait décidé de continuer le film comme c'était prévu qu'il soit continué, parce que le 9e était supposé d'être axé sur Carrie Fisher. Mais là, finalement, elle est décédée, mais ils ont décidé de ne pas la tuer en CGI ou quelque chose. Ils vont la tuer, mais là, ils vont la tuer entre les deux films, probablement. Dans le générique, elle va être morte. C'est ça que j'avais lu, en tout cas, qui était prévu. Ça va être dans le générique. Ils ont raté une ouverture narrative incroyable, là. Tant tu le sais que l'actrice est morte, là, le film y est shoté pis tout, là. Au lieu de Amiral Odo, dont on se contresuce parce que, se sacrifie là. Ouais, ben c'est ça. On peut-tu faire que Princesse Léa, pour closer la rébellion, puis officiellement partir la résistance, son dernier move après le verso, à Light Speed ça, puis et voilà. Mais ça a été la meilleure sortie pour un personnage comme Léa. Même le bout que
tu sais, vu qu'on sait que l'actrice était morte, le bout que c'est les autres fighters qui tirent, puis Léa explose, j'étais comme, c'est le manque à mort, c'est plate, ça me fait chier, mais ça aurait été parfait. Ça aurait été parfait. J'étais déchiré, j'avais de la peine en dedans de moi, j'étais oh my god, puis rapide, instantané, imprévisible. Ça c'est moins sûr. Non, tout à fait. Puis juste une petite dernière affaire là avant dernière affaire. C'est Columbo. Ouais, c'est ça, je me disais aussi. il y a quelque chose de vraiment intéressant là pour les fans de prod en cinéma qui est la prod de Star Wars. Ils sont en train de commencer à faire quelque chose qu'ils ont fait avec Rogue One qui a été un succès, c'est-à-dire mettre des writers dehors, mettre des réalisateurs dehors, remplacer le team pendant que t'es en plein milieu de shooter, ce qui se faisait pas vraiment en cinéma avant. D'habitude ton réal, tu le gardes jusqu'à la fin, c'est un peu lui le dieu du film. Même les writers, comme tu peux amener quelqu'un en renfort pour de la script edit, mais de là revirer le scénario de bord. Non, maintenant c'est le fanbase, le dieu du film. Ben il y a ça, mais il y a aussi une dame surtout pour Star Wars qui est la grande productrice et la femme la plus exactement, et c'est la plus lucrative de l'histoire de la prod. C'est quoi son nom, j'ai pas compris. Kathleen Kennedy. Puis elle, quand elle rentre d'une pièce de meeting, les gens font tant parce que c'est une des premières productrices qui se permet sur le fly de démonter une prod au complet, une prod de millions de dollars là, puis faire toi t'es dehors, ok, toi tu remplaces maintenant. Puis ils vont l'échapper une fois de temps en temps, mais à date elle a quand même reçu une couple de coups de génie même. Elle a un bon guts, elle a un bon guts, puis aussi est en train de redéfinir un peu les standards de l'espèce d'immunité diplomatique qu'avaient certains rôles dans une production traditionnelle. Puis je sais pas comment je me sens par rapport à ça, parce que j'ai toujours aimé l'idée qu'un réal, c'est ton réal, c'est lui qui réalise le film, puis il va aller au bat jusqu'à la fin, puis si c'est mauvais, ben il se fera chier dessus. Là, elle a redéfini ça, puis c'est quand même intéressant à voir. Il y a beaucoup de trucs qui s'écrivent. C'est au service de Star Wars, en fait. Ouais, exactement. Mais si c'est pour au service d'histoire ou du film, moi je suis parfaitement d'accord. Mais tu sais, on l'a vu aussi que Justice League, il y a eu 2 réalisateurs, puis... Ouais, ben c'est ça. Qui n'avait pas la même vision aussi. Fait que avant de repartir un autre sujet sur Justice League, je vais profiter du moment pour malheureusement clore cet épisode qui aurait pu perdurer encore. Je pense que là, on était dans le on aurait pu faire ça pendant 4 heures. On est des très très gros nerds. Nous n'avons pas beaucoup de relations sexuelles. Sur ces sages paroles. Fin. Générique. Fait que où est-ce qu'on peut vous voir prochainement, les choses à plugger puis toutes ces affaires là. Je vais être au Dr Mobilo Aquafest, Festival d'humour émergent, au gala du 6 avril ce vendredi, et je présente mon spectacle Charles Beauchesne parle de la peste noire pendant 60 minutes, qui est un spectacle où je parle de la peste noire pendant 60 minutes, mardi le 10 avril prochain à 19h au Rialto. Sinon, allez sur ma page fan Facebook, toutes mes dates de spectacle sont là, puis je dis des niaiseries. Sweet. De mon côté, François Tousignan sur Instagram et Facebook. Là, je m'en viens quand même pas pire sur Instagram, là. Genre, suivez-moi, ça vaut la peine. Non, pas tant. Mais sinon, tous les mercredis, j'étais au Medley simplement pour les mercredis Monocle et Moquerie. Donc, soirée d'humour. Sinon, je vais présenter à peu près 183 spectacles pendant le Minifest la dernière semaine de juin. Et s'il y a des gens qui sont intéressés à avoir un spectacle en autobus à leur maison, ma salle sur roue se réouvre dans genre 2 semaines, fait que je peux me déplacer partout sur la terre avec ton autobus. Avec mon autobus, une salle de 40 personnes si vous voulez un show d'humour ou de quoi, puis qu'en plus on est dans le bout. Ouais, ben là c'est sûr qu'il faut que je prenne un bateau là. Mais de toute façon les humoristes bientôt on va commencer à se déplacer en hélicoptère là, fait que ce sera plus un problème. Un gros chopper qui traîne l'autobus. Ah, ce serait incroyable, un chopper militaire. 2 hélices. Ouais, exact. Fait que ben voilà. Cool. Puis nous autres, c'est Facebook, YouTube, Podbean, Google Play, puis abonnez-vous ce que vous voulez là, fait que bye bye. Bye. Bye.